Cette hebdo, édition du dimanche 3 novembre 2024. Bien le bonjour à tous et merci d'être sur STV. Dans une prise de parole de l'Assemblée générale de l'Association pour le développement économique, social et culturel d'Union Esso, son département d'origine, le délégué général à la Sûreté nationale interpelle ses collègues du gouvernement sur les instructions reçues du chef de l'État. La sortie du 26 octobre intervient après un voyage du patron de la police à Moutenguene. L'inconfort du voyage dû à l'état des routes fera littéralement sortir Martin Barka-Guélé de sa réserve. Que faisons-nous pour le développement de notre pays, interroge-t-il dans un état dirigé depuis près de 42 ans par le président Paul Biya. Question. Sa longévité au pouvoir aura-t-elle profité au développement? La question se pose dans un contexte où de plus en plus de voix s'élèvent pour dénoncer la durée au pouvoir des chefs d'État africains, pendant que certains estiment qu'en termes de stabilité, plus un président dure au pouvoir, mieux c'est. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles la Lekki renouvelle sa confiance à Paul Biya, président en exercice du Cameroun depuis 1982. Sous la conduite du ministre Eyeba Issi, ce bastion du renouveau renouvelle son appel à un pacte républicain autour de la candidature du président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. On parle de ces sujets avec vous, Carlos Ngualem. Vous êtes militant du FCC, le Front pour le changement du Cameroun. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Bonjour Léla, bonjour à mes copanélistes et bonjour à des millions de téléspectateurs de STV. C'est un plaisir pour moi de représenter le FCC sur ce plateau. Alors j'imagine que hier vous étiez à la réunion du comité directeur du FCC. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Qu'est-ce que vous avez vu? Il se trouve que la réunion du comité directeur national du Front pour le changement du Cameroun s'est tenue hier après plusieurs incidents qui se sont déroulés le matin. Parce qu'il faut savoir que c'est une réunion qui est convoquée depuis plus d'un mois. Mais curieusement, hier, très tôt le matin, les forces spéciales, notamment le GSO et puis les forces antiterroristes ont encerclé le domicile de l'honorable Nietzsche Jean-Michel où la réunion devait se tenir. Il a fallu la détermination des militants et même l'intervention de certaines autorités qui manifestement n'étaient pas d'accord, parce qu'il faut dire qu'au niveau de l'appareil sécuritaire de l'État, les responsables étaient divisés, parce que ces forces-là venaient directement de Yaoundé. Nous avons appris que ces forces avaient été informées de ce qu'il devait avoir une marche après cette réunion, alors que la marche n'était pas prévue à l'ordre du jour de la réunion qui était prévue. Donc, grâce à la détermination des militants, la réunion s'est finalement tenue. Il faut savoir que... La détermination des militants, vous entendez quoi? C'est-à-dire que très tôt le matin, il y a eu un blocus. Dans un premier temps, il était interdit aux personnes à l'intérieur du domicile de l'honorable de sortie. Il était également interdit aux personnes qui voulaient y accéder d'entrée. Donc, dans un premier temps, l'honorable a fait usage de ce que je peux considérer comme une révolte personnelle, parce que de toutes les façons, quand on vient bloquer votre maison sans raison, vous devez quand même vous insurger. Donc, il est venu, il a dû avoir un affrontement avec les forces de sécurité, et puis il a appelé quelques autorités administratives de la ville, notamment, je dois lui citer le gouverneur de la région du littoral, pour s'insurger de cet état de fait. Parce qu'il faut quand même reconnaître que l'honorable Nietzsche est un député à l'Assemblée nationale qui jouit quand même d'une immunité parlementaire. Il a un domicile où une réunion peut se tenir. Il est civil et les participants à la réunion étaient des civils. Donc je ne comprends pas pourquoi il y a eu cette mobilisation des forces de sécurité. En tout cas, la réunion s'est quand même tenue. Et au cours de cette réunion, évidemment, on a pris un certain nombre de résolutions, notamment la réaffirmation du soutien du FCC à la candidature de Maurice Kamto à l'élection présidentielle de 2025. Et également la dénonciation d'un certain nombre d'actes perpétrés par l'ECAM, notamment l'exclusion de plus du tiers des inscrits sur les listes électorales de 2024. Donc il y a eu un certain nombre de résolutions qui ont été 120 000 citoyens qui n'ont pas vu leur nom sur les listes provisoires publiées, mais je pense que le directeur général de l'ECAM a rappelé la loi en disant que ces personnes ont jusqu'au 10 novembre pour saisir les différentes commissions et rentrer, on va le dire comme ça, dans leurs droits. Non, il faut dire quand même que cette situation intervient au moment où le directeur général des élections lui-même est resté en justice par le FCC, le président national, et même par Abdourahmane, dont la cause a été renvoyée pour le cas du FCC, et pour Abdourahmane, le tribunal s'est déclaré incompétent, voilà. Mais il a fait appel.
Donc il revient maintenant au juge d'appel de se prononcer sur la décision qui a été prise en première instance. Donc je pense que on est dans une situation où, de manière générale, le processus électoral est vicié, où il y a une stratégie de découragement des Camerounais qui se sont mobilisés en 2004 pour s'inscrire. Parce que imaginez-vous qu'au Cameroun, les inscriptions sur les listes électorales représentent 50% de la campagne électorale. Parce qu'à partir du moment où les gens ne vont pas s'inscrire, lorsque vous réussissez la prouesse de faire sortir quelqu'un de chez lui pour venir s'inscrire, c'est déjà la moitié de la campagne que vous avez fait. Et il faut savoir qu'au Cameroun, il faut aller chercher les gens dans les maisons pour s'inscrire. Si vous réussissez à convaincre quelqu'un à aller s'inscrire sur les listes électorales, ce n'est pas, enfin je veux dire, ça ne va pas de soi qu'il vote forcément pour vous. Je suis d'accord avec vous, mais même si vous avez un bon programme politique, un bon projet, il faut que l'électeur ait la carte d'électeur pour vous voter. Donc ce que je voulais dire pour terminer, c'est simplement qu'au Cameroun, il faut déjà noter qu'il faut aller dans les maisons, sortir les gens pour les faire inscrire sur une liste électorale. Il faut, au moment de leur remettre la carte d'électeur, aller les chercher dans les maisons pour leur remettre la carte d'électeur. Il faut, le jour du vote, aller les chercher pour qu'ils aillent voter. Donc, en réalité, quand le processus électoral constitue déjà un obstacle pour le citoyen, on peut imaginer le taux d'abstention qui se prépare et qui est en réalité ce sur quoi le régime s'appuie. Et c'est pour ça que nous demandons aux Camerounais de rester vigilants, de rester courageux, de continuer à se battre, d'aller se réinscrire à nouveau en 2025 pour qu'en octobre prochain, on puisse aller voter pour obtenir le changement dont les Camerounais souhaitent. À côté de vous, Maître Moustapha Ngwana, il est avocat. Bonjour, Maître. Merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Bonjour Leila, bonjour à mes companélistes, bonjour à nos nombreux téléspectateurs. C'est un plaisir de me retrouver sur votre plateau. J'espère que nous serons à la hauteur des débats. Est-ce que vous êtes déjà décidé, on en parlait juste avant que vous n'arriviez, est-ce que vous êtes déjà décidé à prendre la carte d'un nouveau parti politique? Je crois que je réfléchis. La question est en pleine réflexion. Oui. Donc, parce qu'on en parlait avec Edouard Fauchivé. Il y a une chose qui est constante, c'est que je suis un militant de l'opposition. Ah d'accord. Je suis un militant de la véritable opposition. Et il y a une chose qui est constante, c'est que je ne me retrouverai jamais du côté du RDPC. Donc soyez-en sûrs, je reste pour le moment, je suis avocat, je suis avocat pour les formations de l'opposition. Avocat pour les formations? Bien sûr, de l'opposition. Mais je pensais qu'un avocat a qualité à défendre... C'est un choix. Je suis également libre de choisir ma clientèle. Oui. Et pour le moment, la clientèle que j'ai choisie, dans le cadre de la défense des formations politiques, ce sont les formations de la véritable opposition. Ce sont elles que je défends. Dans le cadre des citoyens, vous pouvez défendre tout le monde? Naturellement, mais dans le cadre des formations politiques, je défends principalement les partis d'opposition. D'ailleurs, j'ai des recours que j'ai engagés pour le compte du FCC. Donc je suis avocat de l'opposition. J'ai une forte sensibilité pas une sensibilité, j'ai un fort militantisme. C'est pas seulement un penchant, je suis un militant de l'opposition. Très bien. Vous pouvez me considérer comme ça. Est-ce qu'il y a une actualité en particulier qui a retenu votre attention cette semaine, Maître? Non. Rien de particulier, sauf si vous avez une question sur laquelle vous voulez qu'on puisse... Ça va bête. Merci en tout cas d'être avec nous ce dimanche face à vous. Nous recevons François Yodi Cam 4, journaliste. Bonjour François, merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Bonjour, pourquoi face? Vous me faites des infidélités, François. Il fallait que je vous le dise. Ah bon? Comment ça? On vous a pas eu sur ce plateau depuis, je crois, août, je pense. Ouais. Depuis août, la dernière fois, vous étiez avec M. Fauchivé. Pourtant, M. Fauchivé, il était là il y a 3 ou 4 semaines. Mais vous, on ne vous a pas eu depuis août. Je viens quand même vite. Et il se trouve que ces derniers temps, je suis beaucoup plus sollicité. Oui. Ailleurs. Ce qui est bien. Bon, ce qui est bien, je ne sais pas. Surtout, je suis content à chaque fois d'apporter ma petite contribution, non pas l'expertise, ma petite contribution. Et je suis aussi content que les Camerounais de la diaspora, et même d'ici, me signifient le fait que je contribue quand même modestement. Oui, c'est pour eux que je viens et peut-être pour votre... Il est important. Aussi. Il est important. Merci. Il est important de se faire entendre, de faire entendre sa voix. Oui. Il est important, surtout que nous entamons une année charnière. 2025, je crois que les Camerounais doivent se déterminer. Les Camerounais doivent affirmer leur citoyenneté. Les Camerounais doivent participer un peu plus
au jeu démocratique, les Camerounais doivent faire entendre leur voix. Et je crois qu'il y a encore beaucoup de Camerounais qui ont des choses à dire, qui ont une expertise avérée, comme M. Fauchivé qu'on va entendre tout à l'heure, mais qui hésitent, peut-être parce qu'ils ont peur qu'ils ne seront peut-être pas assez bien compris. Certains ont même peur de la répression, tout simplement, dans le monde universitaire. Ils ont peur de ce climat de terreur. Et pour embrayer sur le climat de terreur, je crois que ce que l'on a vécu hier chez l'honorable Nietzsche est un signal fort de ce que le régime risque encore une fois de plus en 2025 d'agiter l'épouvantail de la peur et de la terreur pour museler ceux qui veulent se réunir, ceux qui ont des projets différents à faire entendre, surtout pour museler les voix du changement, je le dis. Ça, vous l'avez coupé. Oui. Quand vous dites projets différents, ils n'ont pas de projet. En 2018, le président Paul Biya a réchauffé un document qui datait de 87. Il n'a rien proposé aux Camerounais. Donc, c'est dit qu'il faut comprendre. Quand personne dit un projet différent, c'est comme s'il avait une proposition. Qu'est-ce que le SDF avait un programme politique? Il avait un projet de société. Il a un projet de société. Qu'importe. Puisque vous êtes des spécialistes de la fraude. Vous êtes des spécialistes de la fraude. Si je me permets, moi, je situe mon propos et ma démarche sur un plan, je vais dire, transpartisan. Je veux même dire, je situe mon propos sur un prisme purement citoyen. Nous devons nous entendre sur un minimum de valeurs dans un pays comme celui-ci. Les gens veulent se réunir, vraiment faire débarquer la soldatesse, les effrayer juste parce qu'ils veulent se réunir. C'est des choses qu'on doit bannir de notre pays. Les gens veulent manifester parce qu'ils sont mécontents et qu'on les arrête, Je veux dire, ça n'a rien à voir avec un parti politique. Ou bien, si on ne s'entend pas sur ce minimum de valeur, qui que ça concerne, parce que j'ai l'impression que des gens ont l'indignation sélective. Et c'est ce qui souvent cause problème dans notre pays. Qui que ça concerne, moi, je n'appartiens pas à ce parti politique, ni même à l'autre auquel on peut penser. Je ne suis même pas sûr que je prendrais une carte un jour. Mais je crois que si on veut construire notre pays pour nos enfants, pour les générations futures, il faut qu'on s'entende sur un minimum de valeurs. Et sur ce plan, on a diablement régressé ces dernières années. Et 2025 ne s'annonce pas sous de bonnes auspices, malheureusement. Merci en tout cas, François, d'être avec nous ce dimanche. C'était quoi, un coup de gueule? C'était un coup de gueule, on va le dire ainsi. À côté de vous, on reçoit Edouard Fauchivé, militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonjour, monsieur Fauchivé, merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Merci Léla, bonjour à vous, bonjour aux co-discutants et bonjour aux millions de téléspectateurs qui nous suivent ce jour. Nous espérons être à la hauteur de ce débat et faire en sorte que les Camerounais comprennent que dans le cadre politique aujourd'hui, il est question de vivre ensemble. Si le RDPC n'est pas au pouvoir, c'est un parti du Cameroun qui sera au pouvoir. Lorsque vous voyez ce qui se passe aux États-Unis, vous comprenez que nous sommes en retard dans le principe des partis politiques et de la démocratie. Merci en tout cas, Edouard Fauchivé, d'être avec nous ce dimanche. Je le disais dans une prise de parole de l'Assemblée générale de l'Association pour le développement économique, social et culturel d'Union ESSO, son département d'origine, le délégué général à la sûreté nationale interpelle ses collègues du gouvernement sur les instructions du chef de l'État. La sortie intervient après un voyage à Montenguene où l'État de la route, l'État du réseau routier camerounais, l'a littéralement fait sortir de ses gants. Je propose qu'on prenne cet extrait et on se retrouve juste ici pour en parler. Dès qu'il met en place un gouvernement, dans les 48 heures qui suivent, il réunit le Conseil des ministres au Palais de l'Unité pour rappeler les orientations qu'il entend donner aux membres du gouvernement nouvellement mis en place pour suivre et exécuter les directives en vigueur qu'il a déjà données. Mais que faisons-nous? J'ai été jeudi au sud-ouest, à Montenguene. Entre Yaoundé et Montenguene, ça a été un calvaire. Un calvaire pour circuler.
Je n'avais jamais vécu cette situation auparavant. Pourquoi? Le président a donné des orientations, a donné des instructions. Il y a des membres du gouvernement en place. Que faisons-nous pour le développement de notre pays? Monsieur le maire, que faisons-nous pour le développement de notre pays? Le délégué général à la Sûreté nationale qui fait une sortie pour critiquer l'inertie de ses collègues du gouvernement. Comment est-ce que vous analysez cette sortie? Je pense que le DGSN, M. Martin Bagangele, réagit sur le tard parce qu'en réalité, ce qu'il décrit aujourd'hui, c'est un phénomène qui existait depuis. Les Camerounais vivent le calvaire de mauvaises routes au Cameroun depuis des années. Et ils sont même déjà fatigués de dénoncer l'état de nos routes. Les routes qui tuent, les routes qui détruisent nos véhicules, et j'en passe. Donc je pense que on pourrait dire un coup de pied dans la fourmière. Mais il faut aller plus loin parce que c'est l'ensemble du gouvernement qui doit être interpellé par la mauvaise gestion des affaires publiques dans notre pays. Parce que quand vous regardez l'ensemble du gouvernement et des membres du gouvernement en place, je ne vois pas un seul secteur qui marche. Il y a un mois de cela, nous étions sur ce plateau pour parler de l'éducation et de l'échec du système éducatif dans notre pays. Quelques mois avant, nous avons été surpris par les révélations sur le scandale des détournements du budget de l'État à travers les lignes 65 et 94. Il y a plusieurs scandales comme ça qui ont été dénoncés par les citoyens camerounais et même par les représentants des Camerounais à l'Assemblée nationale, notamment les questions orales, les questions écrites qui sont posées à l'Assemblée nationale par l'honorable Niche et bien d'autres députés sur la déliquescence ou alors sur la mauvaise gestion du budget de l'État et même la mauvaise gestion qui est celle des ministres du gouvernement. Donc je pense que Martin Bagangele, sur le coup, a raison d'interpeller son collègue du gouvernement, le MINTEP, sur le mauvais état de route. Je pense également que M. Martin Bagangele fait preuve aussi, il rend compte aussi aux Camerounais même de son incompétence. Lui, en tant que délégué général de la Sûreté nationale, qui découvre en 2024 une situation en 2024, une situation qui date des années, ça pose quand même problème. Moi, je ne pense pas que qu'il soit normal que celui qui est en charge de la police au Cameroun, qui est en charge d'un service de renseignement comme celui de la police. Précisons qu'on a quand même parfois des postes de police sur certains... Oui, je suis surpris que ce n'est qu'aujourd'hui qu'ils se rendent compte de cette situation. Et c'est pour ça que c'est quand même curieux. Il faut dire que lorsque nous parlons même de l'incompétence de ces membres du gouvernement, on pourrait également citer la police, qui est l'un des corps les plus corrompus au Cameroun. Et vous vous souvenez, l'année dernière, plusieurs Camerounais ont adopté le hashtag je veux ma CENI. Parce qu'au Cameroun, les gens ont des difficultés même pour se faire établir une carte nationale d'identité qui est du ressort de M. Martin Bagangele. Donc moi je pense que c'est l'ensemble du régime de M. Biya qui doit démissionner. Et je pense que les Camerounais n'ont jamais élu un ministre. Ils ont élu un président de la République qui est responsable devant les Camerounais qui l'ont élu. Bien que les Camerounais, bien que je dise qu'il a été mal élu, mais au moins c'est lui, il est président de la République. C'est lui qui est là, donc c'est lui qui doit répondre. Donc, moi je pense que c'est l'ensemble du régime qui doit être interpellé. C'est l'ensemble du régime, c'est l'ensemble des ministres Biya qui doivent être interpellés. Et je pense que si Martin Bagangele veut qu'on le prenne au sérieux, il faut que, comme il est en charge de la police, qu'il dénonce tous ces tares dont je viens d'énumérer tout à l'heure. Donc après le MINTP, il faut dénoncer le MINDU, il faut dénoncer le MINFI, il faut dénoncer le MINCAF, dont nous parlerons tout à l'heure de l'appel au soutien de la candidature de Paul Biya, qui gère le MINCAF, qui gère l'un des ministères les plus corrompus au Cameroun, avec tous les problèmes que nous avons sur la gestion du foncier au Cameroun. Donc je crois que c'est l'ensemble du gouvernement qui doit être interpellé en particulier. Et je pourrais saluer, si vous le voulez, la sortie de M. Bagangele, mais je dis que lui-même,
Il doit s'interpeller lui-même en tant que DGSN. Bon, en même temps, il a dit que faisons-nous. Alors, Maître Moustapha Ngwana, Monsieur le maire le disait, une sortie qui arrive très tard. Avez-vous l'impression que les dirigeants camerounais vivent la réalité de ceux qu'ils gouvernent? Je veux dire, le DGSN ne décrit qu'aujourd'hui l'état des routes. Pourtant, ça fait des années qu'on en parle avec cerises sur le gâteau, de nombreux accidents de la circulation qui déciment des familles. Je veux dire, à votre avis, le voyage à Montenguene est-il le seul prétexte, la seule justification, la seule chose qui motive cette sortie? Mais vous savez, moi je ne fais pas la futurologie. Je ne peux pas savoir pourquoi est-ce que je peux pas dire si ce n'est que le voyage à Montenguene qui justifie. Mais en revanche, ce que je vais dire, c'est que moi j'ai une réaction ambivalente à peu près comme celle de monsieur le maire. La première chose, c'est que je me félicite quand même que pour une fois, une autorité locale, plus une autorité de niveau national prenne la parole pour pouvoir fustiger les actions d'un autre membre du gouvernement, à l'occurrence du ministre des Travaux publics. Oui. Parce que je pense que son tir est un tir qui est bel et bien ciblé. Il faut se féliciter de cela, même comme on dit que c'est sur le tard. Comme on a coutume de dire que mieux vaut tard que jamais. C'est déjà ça qui puisse faire des reproches à un membre du gouvernement. Mais ce qu'il faut en revanche regretter, c'est que ce soit aujourd'hui, comme disait Carlos tout à l'heure, qu'il découvre cette défaillance-là. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que la police est l'un des services les mieux représentés sur l'intégralité du territoire national. Étant l'un des services les mieux représentés du territoire national, il reçoit, je crois, de manière hebdomadaire, des informations qui émanent de la base. Et il a des policiers sur tous les axes routiers du Cameroun. Et c'est pourquoi je pense que nos gouvernants, généralement, vivent dans une bulle. Ils sont très loin des réalités. Chacun est dans sa tour d'ivoire. Très loin des réalités que vivent les populations camerounaises. Je fais partie de ces personnes-là qui sont contre les cortèges. On s'est dit que, en dehors du président de la République, du Premier ministre, peut-être du président de l'Assemblée nationale, du Sénat et autres, on ne devrait pas boucler les routes pour le premier venu. Vous vous rendez compte que le DGSN, qui certainement a bénéficié d'un accompagnement spécial, c'est-à-dire que de la police sur tous les itinéraires qui étaient le sien, arrive à se plaindre de l'état de la route. Hier, je suis allé à EDA, j'ai passé presque 16h et 21h, j'ai passé près de 3 heures de temps sur place. J'ai dit entre Douala et EDA, j'ai dit 3 heures de temps. Il m'a fallu 4 heures de temps pour arriver à EDA, qui a un jet de pierre. Et nous vivons cela au quotidien. Donc, ce qu'il faut noter, c'est que l'axe même qu'il a emprunté est un axe qui, malheureusement, qui n'est pas le plus à plaindre de la République. Si on vous demande de faire Douala-Konsamba, ou bien si on vous demande de faire Ngaoundéré-Garoua, c'est 268 km, mais on le fait en 10 heures de temps. Oui. On le fait en 10 heures de temps. Et si on vous demande également de faire Garoua-Kousseri, c'est également un autre calvaire. Et je pense que s'il est véritablement au fait des fonctions qui sont les siennes, il devrait se poser la question de savoir chaque fois où est-ce que vont les budgets qui ont été prévus pour l'entretien de ces différents axes routiers. Étant le patron de la police, ayant ses services de renseignement, il devrait pouvoir, s'il y a eu des détournements, s'il y a eu des exactions qui ont été commises au préjudice du peuple camerounais, c'est-à-dire que proposer des solutions, faire des dénonciations, et celles-là vont s'imposer. Mais il y a également une chose, parce que tout cela remet la question de la gouvernance même au centre du débat. Je me pose la question, moi je suis né à Douala, j'y ai grandi. Vous vous rendez compte que nous avions des routes qui faisaient une dizaine d'années, qui faisaient une vingtaine d'années, avant qu'on ne pense à refaire les travaux. Pourquoi est-ce qu'on veut nous faire croire qu'aujourd'hui, que les routes sur lesquelles nous avons circulé autrefois, il faut absolument qu'elles soient pavées aujourd'hui? Et on le sait, il y a un matériau qu'aujourd'hui on utilise de manière systématique, parce que généralement je discute avec ceux qui ont l'expertise de ces choses. On vous dit qu'il y a un matériau qu'on utilise aujourd'hui qui est la pouzzolane, que la pouzzolane en réalité n'est pas un matériau pour la construction routière. Parce qu'avec le temps, il n'est pas stable. Ce n'est pas un matériau stable qui finit toujours par se détruire. Je vous prends par exemple un axe que nous qui vivons ici à Douala, quand vous voyez entre deux églises et le carrefour Bébé-Cité, il y a une entreprise brésilienne qu'on appelait André de Gutiérrez qui avait fait cette route-là. Cette route n'avait aucun problème. Mais un matin, le délégué du gouvernement est venu, il a posé une autre couche au-dessus.
C'est la couche qu'il a posée dessus qui se détériore, mais quand vous voyez celle qui, au fond, reste bonne jusqu'à ce jour. Donc il y a une mauvaise volonté. C'est-à-dire qu'il y a des petites... C'est des éléments factuels sur lesquels vous pouvez vous asseoir pour pouvoir déduire un raisonnement pour comprendre qu'en réalité, la malgouvernance, tout ce que nous vivons là, est voulu. Et lorsqu'on le dit, ce n'est pas avoir un problème contre ceux qui nous gouvernent. La malgouvernance est généralisée. C'est là où je souscris également à ce que disait Carlos. Quand vous imaginez que les dossiers Glencore, Bourbon, où le Cameroun paie des milliards et des milliards qui auraient permis de refaire toutes ces routes. Mais aujourd'hui, c'est devenu une nébuleuse. On dit que les marchés publics relativement à l'entretien routier, ça dit que ces marchés publics sont devenus une véritable nébuleuse. Il n'y a pas une route qu'on fait au Cameroun dont nous pouvons bénéficier véritablement pendant 3 ans. Vous avez vu aujourd'hui qu'on est venu jusqu'à interdire aux gros porteurs d'emprunter l'autoroute. Vous demandez, mais si c'est véritablement une route qui a été faite selon les normes, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui... Elle ne supporte pas le choc. Elle ne supporte pas les chocs. Donc le problème est beaucoup plus profond. C'est des questions qui devaient interpeller le DGSN. Quand un ministre fait une sortie comme celle qui a été faite là, le DGSN devrait immédiatement se mettre à enquêter pour comprendre pourquoi est-ce que les choses n'ont pas été faites normalement. Et cette fois-là, pour qu'on puisse trouver des solutions des thérapeutiques qui permettent aux Camerounais d'avoir... Au-delà de se révolter comme n'importe quel citoyen. Comme citoyen. Et en plus, et même le modèle qui est utilisé au Cameroun aujourd'hui, où l'État veut absolument s'endetter pour pouvoir construire les routes, c'est un modèle qui est dépassé. C'est un modèle qui est justifié uniquement par le vol. Parce qu'aujourd'hui, les anglophones, ce qu'on appelle BOT, Build, Operate and Transfer. C'est-à-dire que quelqu'un d'autre vient, il met les fonds, il construit la route et tout. On installe des péages, et ça dit que pendant une certaine durée, pendant 20 ou 30 ans, il prélève, mais au moins nous avons la route. Il prélève, mais nous avons la route sans que les caisses de l'État n'aient été mises à contribution. Et sans que nous ne soyons au rouge devant les institutions internationales. Donc le modèle qui est utilisé aujourd'hui, c'est un modèle en réalité qui est mis sur pied pour que les gens puissent voler. Donc M. Bagangele devrait faire une introspection d'abord chez lui, mais de manière générale au gouvernement auquel il appartient, où nous sommes convaincus que rien ne marche. Il n'y a pas un seul dont nous pouvons nous vanter que nous pouvons utiliser comme modèle. Donc qu'on peut vanter comme étant quelqu'un qui résout les problèmes des populations. N'ont pas d'eau, n'ont pas d'électricité, n'ont pas de maison, n'ont de l'habitat. Tout est à genoux. Nous ne pouvons pas nous vanter de nos hôpitaux, de notre système éducatif. Tout est à refaire au Cameroun. Edouard Fauchivé, en 2024, Martin Bagangele se plaint de l'état des routes. On se souvient également d'une sortie d'un ministre qui laissait entendre que la baguette de pain, je suis certaine que vous vous en souvenez, que la baguette de pain au Cameroun coûtait plus de 1000 francs. Je pense qu'il avait parlé de 1600 francs CFA. Qu'est-ce qui justifie cet écart, ce Tanga Nord, Tanga Sud, entre ceux qui gouvernent et le peuple? Il m'a fait beaucoup d'émotions. Je crois que Maître l'a dit, c'est que d'un côté on pense, certains Camerounais pensent que nos dirigeants vivent dans des bulles et qui ne sont pas... La baguette de pain, c'est pas 1000 francs, 1600. Oui, c'est ce que j'ai dit. Quelqu'un ne peut pas dire à la télé que la baguette de pain, c'est 1000 francs. Si tu le dis, ça veut dire que tu n'as jamais eu la chance d'aller dans une boulangerie. C'est ce que je veux dire. Donc, autrement dit, tu as des serviteurs qui vont acheter pour toi. C'est ce que j'ai dit. Donc, vous vivez dans un monde séparé donc, des autres. Non, je crois qu'il faut d'abord... Je précise également, c'est une parenthèse, qu'il y a des familles au Cameroun qui vivent avec moins de 1000 francs. Oui, ça, c'est un autre sujet. Oui. Si vous voulez, vous pouvez mettre ça sur la table et puis on discutera. Je crois que ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le courage qu'a pris un membre du gouvernement pour dire à haute voix qu'il y a un dysfonctionnement qui met à mal la République. Vraiment, je crois que depuis ce que le maire a dit, depuis ce que Maître vient de développer, je m'arrête sur ça, parce que je ne veux pas rentrer dans la gouvernance totale, parce que rentrer dans la gouvernance totale mérite qu'on puisse s'arrêter. Par contre, je peux dire aujourd'hui, lorsque je parcours les différents sites, que beaucoup lui reprochent le fait que chez lui, ça ne marche pas. Mais je dis, chez lui,
ne pas avoir une carte d'identité ne peut pas me faire mourir. Ça, vous êtes tous d'accord. Mais par contre, emprunter une route qui est dégradée me tue en route avec les autres. Quand je dis ça, je dis donc, on peut mettre de côté la problématique de la gestion. Donc en fait, lui, il a le moindre mal, c'est ce que vous dites. C'est exactement, parce que je pense que le sujet, aujourd'hui, sur les infrastructures routières, est très important. Parce que derrière la machine des infrastructures... Je rappelle juste qu'en ce moment, à Douala, il y a des rafles pour ceux qui n'ont pas de pièce d'identité. Oui, ça c'est autre chose, mais c'est tout à fait normal. Donc, je dis que, mais par contre, il y a des gens qui refusent de voyager aujourd'hui parce que les conditions d'infrastructure ne sont pas motivées à cause des accidents. Je crois que d'ici 18 heures, nous allons apprendre qu'il y a eu des accidents, des morts. Et qui est responsable de l'insécurité? Qui doit faire régner la sécurité? On a des microbes à Douala, on a des agressions, vous me posez plusieurs questions. Non, je veux dire, vous avez dit tout à l'heure que lui, les cadres, sauf que son domaine de compétence, c'est pas que les cartes d'identité, il y a la sécurité également. Oui, mais et on sait ce que l'insécurité produit au Cameroun. Je voulais vous faire comprendre que le sujet sur lequel nous discutons aujourd'hui est très important parce que l'enchaînement du développement est autour des infrastructures. Et par contre, me dire aujourd'hui que ne pas avoir une carte d'identité peut faire en sorte qu'il n'y ait pas de développement, je vais vous dire non. Derrière les infrastructures routières, c'est greffe les différents modes de transport, et derrière les différents modes de transport se greffe le commerce international. C'est du sérieux, c'est qu'on est en train de ce sujet. Et je pense que le côté positif de la sortie du délégué montre que un membre du gouvernement a eu l'audace de dire à haute voix ce que nous disons depuis pratiquement 3 ans, et comme Maître a dit, qui ne s'arrête pas sur le petit parcours jusqu'à Moutengere. Pour nous c'est une très bonne route. Mais qui prennent Douala, Yabassi, Bafan, Yabassi, Garo, Ngondere, Maroua, pour voir effectivement de quoi il est question. Je ne vous parle pas de Douala Bafoussam, parce qu'on va dire que c'est ma route de tous les jours, mais qui prennent Bafoussam, Bamenda. Donc ça veut dire que le déficit en infrastructure routière aujourd'hui est la cause de plusieurs dysfonctionnements que nous avons économiques. Vous ne pouvez pas aujourd'hui vendre un cajot de tomates au prix du champ majoré de quelques coûts d'avantages que vous pouvez avoir. On y intègre le coût et les difficultés de transport. Quand je dis ça, vous comprenez donc que l'inflation que nous vivons au Cameroun aujourd'hui est greffé donc sur ce principe de déficit en matière des infrastructures routières. Et je dis donc que pour ne pas aller dans l'analyse de Maître qui voulait qu'on prenne la gouvernance totale au niveau des autres ministères, dont je suis d'accord, puisque que ce soit les MINCAF, que ce soit les autres, tout est complètement... Mais que le délégué du gouvernement, le délégué de la sécurité nationale ne s'arrête pas au constat. Parce que dans la cohésion gouvernementale, il y a une rencontre. On en parlera justement. Il y a une rencontre. Et je me pose la question de savoir, pour quelqu'un qui est le premier renseigné de ce pays, comme il a dit, qui ne soit pas au courant de la dégradation sur 122 000 km de route, nous n'avons que 20 000 qui sont, disons, pour eux, goudronnés. Mais on n'a pas donné le taux de dégradation. Parce que sur les 20 000, il faut, prenons 11 000 encore complètement dégradés. En 2023, le MINTEP disait que 44% du réseau national est en mauvais état et 58% est passablement en bon état. C'est pas normal. Bon, vous voyez par exemple, voilà par exemple des données statistiques qu'il ne faut pas. Donc ça sort comme on dit. Il faut faire très attention aujourd'hui parce que si nous lui demandons les 60% dont il vient de dire, les 58%, si nous dit le grand nom, nous allons tout de suite crier ici pour dire passablement en bon état. Non, nous disons aujourd'hui sur les 22 000 km, 20 000 sont bitumés et dans les 20 000, on prend 50% qui sont bien goudronnés et 50% dégradés. Ça veut dire qu'un pays comme le Cameroun,
après les indépendances, n'a que 10 000 kilomètres de route. Voilà une analyse simple. Et quand on a dit ça, on essaie de créer les bassins de production. J'ai parlé tout à l'heure du Cap. J'ai parlé de Bamenda. Je parle des zones de production. Oui. Vous parlez du Grand Nord, qui est une zone de production, et vous centrez maintenant ces routes vers les zones de consommation. Je crois que nous n'avons pas. Et aujourd'hui, la première des choses qui se doit de faire, dans le délégué, c'est de poser ce problème au niveau du cabinet lors des discussions et de faire comprendre que les Camerounais ont besoin de savoir aujourd'hui quelles sont les zones de production, quelles sont les routes qui peuvent nous amener de sortir des zones de production vers les zones de consommation. Parce que c'est bien beau de dire... Je rappelle juste que la question des routes, si j'ai bonne mémoire, la question des routes n'a pas été évoquée lors du dernier conseil de cabinet. Et c'est justement, c'est pour ça que... C'est donc pour ça que je sors par là pour dire donc que ce constat, si ça s'arrête là, c'est que c'est un jeu. Voilà. Il faut continuer parce que, et là c'est du sérieux ce que je veux vous dire, vous ne pouvez pas avoir un pays où le premier budget ministériel est consacré aux forces armées et le deuxième au niveau des travaux publics chaque année et que le résultat en termes maintenant, n'est-ce pas, d'aménagement de voies, des infrastructures routières ne se montre pas. Ça veut dire qu'il y a un problème. Cet argent, on peut se poser la question de dire, il va où? On se posera donc cette question. Mais avant, avec François Yodika, il faut le dire, cette sortie a fait naître, on l'a remarqué, même sur ce plateau, deux tendances. On a d'un côté ceux qui saluent le franc-parler du DGSN, et puis on a de l'autre côté ceux qui lui disent « Ah, attention, il faut d'abord enlever la poutre dans ton œil avant d'enlever la paille dans... » Mais vous, de quel bord est-ce que vous êtes? Aucun des deux. Et je vais vous dire pourquoi. Pour répondre à votre question, je vais commencer par des préalables. Cette sortie moi, je l'ai comprise en deux phases. Oui. Ce qu'elle dit et ce qu'elle trahit. Ce qu'elle dit et ce qu'elle trahit. Je commence par ce qu'elle dit. Oui. Elle entérine un aveu, c'est un aveu d'incompétence, d'un gouvernement, d'échec. C'est-à-dire, lui, il est membre de ce gouvernement, donc il y a d'abord la solidarité gouvernementale. Ce qu'ils reconnaissent, c'est qu'ils ont lamentablement échoué. Ils ont échoué pourquoi? Ils ne le disent pas en l'air. Les faits sont là et les faits sont têtus. Je prends deux exemples, deux ou trois, et pour aller un peu vite. Je prends l'autoroute Douala-Yaoundé qui était censée, je vais dire, booster la croissance du pays, qui était censée faciliter les échanges, non seulement entre les deux principales villes du pays, mais aussi entre les voisins et le pays. Cette autoroute a été enclenchée, la pose de la première pièce, c'était en 2014. Et les 50 premiers kilomètres, on a attendu 9 ans pour les avoir. On est parti d'un budget initial qu'on nous avait annoncé de 285 milliards à 350 milliards pour avoir, je crois, 49 kilomètres d'autoroute. Les Camerounais ont enduré ce supplice-là, mais tout récemment, qu'est-ce qui s'est passé? Le ministre des Travaux publics a accordé à nouveau le marché de la suite de cette autoroute à la même entreprise qui a passé autant de temps pour nous livrer les premiers kilomètres. Et plus grave, le nouveau marché pour le tronçon restant, parce que le total, je crois, va chercher dans les 196 kilomètres, le nouveau marché va à 800 milliards. Ça veut dire que pour la totalité de l'autoroute, on va se retrouver à 1230 milliards par là. Moi, je convoque les experts. Qu'on nous dise dans quel pays on fait 196 km d'autoroute à 1200 milliards. Il y a là un grave délit de détournement des deniers publics. Et je crois que si l'opposition que j'interpelle ici, en même temps qu'ils doivent se saisir d'une perche comme celle-là pour faire une offre programmatique concrète en ce qui concerne les routes, en même temps ils doivent mobiliser des experts pour déceler, pour démontrer aux Camerounais qu'il y a une grossière supercherie, il y a de grossiers détournements de fonds autour de cette affaire. Ça, c'est l'autoroute. Maintenant,
Et évidemment, on est tous pénalisés au quotidien par cette autoroute qui n'est toujours pas là. Maître évoquait tout à l'heure le temps qu'il a mis. Moi, j'ai été victime de la même chose hier quand je revenais sur... J'ai dû descendre du bus pour prendre une moto. Entre l'entrée de la ville. Oui, entre Bambibi. Dibamba. Entre Dibamba, voilà. Dibamba, entre le pont de la Dibamba et j'ai dû faire ce trajet à moto jusqu'à chez moi. Parce que ceux qui sont restés là-bas ont passé pratiquement 4 heures de temps dans les bus pour aller. Au quotidien, voilà ce que vivent les Camerounais. Il pouvait avoir une lueur d'espoir à travers le partenariat public-privé signé avec une entreprise, un consortium franco-camerounais pour la construction de 14 péages automatiques. Et c'est là où vous comprenez la déchéance totale de ce gouvernement. Ils s'engagent avec une société pour construire 14 péages automatiques. Les péages sont construits, les études sont faites, les péages sont construits. La société recrute du personnel. Maintenant, au moment de commencer à exploiter les péages, on se rend compte, ou bien ils nous disent que les études avaient été très mal faites et que ce que l'État doit payer comme loyer à la société, qui est, je crois, de 6 milliards, par rapport aux 30 milliards que l'État, 30 à 40 milliards que l'État doit engranger annuellement, c'est complètement, c'est vraiment qu'ils ont été floués, donc il faut tout recommencer. C'est une erreur contractuelle. Mais une erreur contractuelle commence, une étude faussée commence jusqu'à ce niveau. Comment sont les infrastructures? Non, mais ce sont les infrastructures. Pourquoi j'évoque ça? Monsieur Fauchivet, pourquoi j'évoque ça? Laissez-moi finir. Ce que ça coûte finalement. J'évoque ça parce que financièrement. l'argent du péage aurait pu aider à entretenir les routes. L'argent du péage, l'argent du 5 péage, milliards et le ministre l'argent juge du que ça péage, coûte, faut le dire également. nous avons un budget. Qu'est-ce qu'il fait avec 500 milliards qu'on lui donne? Léa, est-ce que je peux... Oui, allez-y, François. Monsieur Fauchivet, pardon. Allez-y, François. Ne me perturbez pas. Allez-y, François. Il parle tout à l'heure de l'entretien des routes. Le ministre, Ganou Djoumessi, nous dit, vous savez ce qu'il nous dit? Il dit qu'il faut 800 milliards par an pour entretenir les routes au Cameroun. Et qu'il ne dispose que de 4% de ce budget-là. C'est ce qu'il nous dit. Qui pose ça à l'Assemblée? C'est ce qu'il nous dit. Il vient vous dire qu'il a besoin de 800 milliards. Qui bâtit son budget? Évidemment, une fois encore, il y a des surfacturations. Et comme Maître disait tout à l'heure, j'ai l'impression qu'ils construisent mal les routes pour engranger dans la... Mais volontairement. Ouais, dans c'est volontairement mal construit. Donc ils grossissent les chiffres pour entretenir, parce qu'ils auraient pu construire ces routes différemment, qu'on n'essaierait pas avec un réseau aussi défectueux. Et j'entends justement, j'ai entendu quelqu'un, quand on évoquait, se dire que le Cameroun a plus de kilomètres de routes bitumées que la Côte d'Ivoire. C'est peut-être même vrai, mais ces routes sont dans quel état? Voilà le vrai problème. Quand vous prenez Yaoundé, Douala, est-ce que vous pouvez dire que c'est vraiment du bitume? Même cette autoroute-là qui est censée être le fleuron, est-ce que c'est du bitume? Quand vous faites ce parcours, il y a des nids de poules, les gens. Partout, c'est à tous les coups. Partout. Et M. Fauchivet le disait, la situation étant que beaucoup sont obligés de prendre le train, ne veulent même plus s'aventurer sur la route, mais le service de train, quelle est la densité aujourd'hui? Vous voyez donc que l'activité économique et le déplacement est totalement freiné. Non, je n'ai pas fini. J'ai dit ça, c'est les dits. Maintenant, j'ai dit qu'est-ce que ça trahit? Et c'est peut-être là où je vous disais que je ne rejoins aucun des deux bords. Pourquoi? Parce que ce propos trahit, à mon sens, deux choses. Dites-nous. D'abord, une cacophonie gouvernementale sans pareil. Ce gouvernement évolue en vase clos. Chacun est dans son côté, chacun est dans son camp. Comme il n'y a pas de conseil ministériel à proprement dit, comme le président ne les tient pas, il n'y a que des cabinets ministériels, des conseils de cabinet, ce qui se passe, c'est que les camps, les factions qui se sont créées, comme on assiste à une balkanisation du pouvoir au Cameroun, les factions qui se sont créées s'affrontent. C'est livre la guerre. C'est livre la guerre. Et je m'interroge. Monsieur Bangangele n'est-il pas d'une faction? Je n'affirme pas, je m'interroge. Ne s'attaque-t-il pas à une autre faction? Parce que c'est trop tardif. Too little, too late, comme disent les Anglais. C'est trop peu, c'est trop tard de venir vendre ça aux Camerounais, 42 ans après. Donc pour moi, je le soupçonne de vouloir en découdre avec un adversaire dans l'optique de la succession de leur champion.
Voilà ma lecture. Très bien. Voilà ma lecture, parce que on ne comprendrait pas qu'il ait passé autant de temps là où il est et qu'il n'est jamais... Et puis, pour parler de cacophonie gouvernementale, il y a des précédents et qui sont récents. Oui. Vous avez vu le ministre à Tangandi Prada parti, le ministre de la Santé. Oui. Vous avez vu Laurent Essoquier, d'habitude très taiseux, prendre en grippe les hautes instructions, revenir ici à Douala lors du fameux film sur le président Paul Biya, questionner encore ces Camerounais qui prennent des largesses avec eux. Ou attendant du défi le Premier ministre. Voilà. Alors, avant de reparler de cette cacophonie, j'aimerais qu'on s'apaisantisse tout d'abord sur le coût, ce que ça coûte les routes au Cameroun. Parce que selon Jeune Afrique, on en parlait déjà avec François, selon Jeune Afrique, en 2013, le coût moyen du kilomètre de route bitumée au Cameroun est de 205 millions, contre 100 millions ailleurs en Afrique. Et je rappelle qu'en 2018, la Banque mondiale... 205 millions 205 millions au Cameroun, contre 100 millions ailleurs en Afrique. Et en 2018, la Banque mondiale s'étonne de ce que certains projets routiers au Cameroun coûtent jusqu'à 6 fois plus que des projets similaires ailleurs sur le continent. Question, quel rôle joue la gabégie, la corruption, la malgouvernance dans le calvaire routier que connaissent finalement les Camerounais? Léna, je crois que j'étais ici avec vous et vous m'avez invité ici il y a un peu plus d'1 an. On parlait des rencontres fraternelles du Sud. Lors des rencontres fraternelles du Sud, le ministre Nganou Djimisi, que je ne défends pas, s'était plaint de ce qu'une forte délégation d'élite du Sud était venue le voir pour lui demander de passer le kilomètre de route à 1,2 milliard. 1,2 milliard, c'est-à-dire la route Ebolova, Kribi à Komde, Ebolova. Je prends cet exemple pour dire que chaque projet routier qui est mené au Cameroun est une occasion pour les uns et les autres à se mettre plein les poches. Le bien-être du citoyen n'est pas au cœur de l'action de ceux qui sont censés construire ces infrastructures. Lorsque vous voyez même la mercuriale, même seulement les stylos, je crois un stylo qu'on va acheter à 50 ou 100 francs, il est à 1000 francs. On se dit que tout est organisé pour que l'État puisse être spolié, pour que les Camerounais puissent être spoliés. Et malheureusement, on prend ces sommes faramineuses, mais seulement on nous produit des routes de bien piteuse qualité, de bien piètre qualité par rapport à celles que nous avons souvent eues. Moi, quand vous voyez un quartier comme Nouvelle, qui est un quartier qui est une zone qui est humide, une zone marécageuse, nous avons quand même vécu là-bas avec des routes qui mettaient 10, 20, 30 ans. Je prends un quartier comme le quartier Makéa. Je vous dis que l'axe principal du quartier Makéa, c'est-à-dire que le bitume, il a mis parfois plus d'une vingtaine d'années. Or, c'est une zone dans laquelle vous avez de l'eau, à peine vous avez creusé 1 mètre que vous avez de l'eau. La nappe phréatique n'a pas changé de manière miraculeuse, à Douala. Lorsque vous voyez, quand je prenais le cas du marché Mbopi, vous voyez aujourd'hui, un espace où il n'y avait pas de problème, aujourd'hui nous avons des pavés. Les gens nous font croire aujourd'hui que ce sont les pavés qui sont la solution. J'ai dit oui, les pavés sont une solution, mais je pense que ce n'est pas une solution dans le sens qu'on veut nous l'imposer aujourd'hui. Ces routes, les dosages sont mal faits. Le matériau qui est utilisé est un matériau de très très mauvaise qualité. Autrefois, on utilisait ce qu'ils appellent le roulet de rivière. Et cette espèce de petits cailloux, je sais pas, des petits cailloux qu'on utilisait pour pouvoir faire les routes. Pourquoi est-ce qu'on ne revient pas à cette solution-là? J'ai discuté un jour avec un expert dans le domaine de la construction routière. Il me le disait clairement que la pouzzolane ne peut pas être un matériau de construction routière. Parce que quand on dit que les terres de l'ouest du Mungo sont fertiles, en réalité, c'est la pouzzolane qui s'est dégradée. Alors, lorsque vous utilisez cette pouzzolane, vous mettez sur la route. Et sous l'effet des voitures et autres, il y a une dégradation accélérée. Ce qui fait qu'on ne peut pas avoir la stabilité. Et les gens le savent. Et toutes les solutions qui sont adoptées au Cameroun, quand vous voyez, c'est-à-dire que vous avez le sentiment que ceux qui nous gouvernent ne voient pas plus loin. Ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Quand vous voyez, par exemple, les pénétrantes est et ouest de Douala, on aura beau agrandir comme on est en train de le faire là. Si on agrandit et qu'il n'y a pas des échangeurs simplifiés à chacun des giratoires, on n'aura jamais résolu le problème. Parce que vous allez quitter Yassa, vous allez quitter, je sais pas, la Djibamba, vous allez arriver au Carrefour Yassa, il y aura un bouchon. Vous allez arriver à Bonne-Dix, il y aura un bouchon.
Vous allez arriver au marché, il y aura un bouchon. Au carrefour de Billes, il y aura un bouchon. Mais si vous le faites pas, vous faites comme on a par exemple fait ici, au carrefour Sodiko à Bonabéry, ou bien au carrefour FACLO, comme on appelle. Vous faites ces petits échangeurs, ou bien ces espèces de viaducs, appelez-les comme vous voulez. Ça résout de manière consciente le problème. Ça veut dire que ceux qui sortent de la ville, eux, ils n'ont aucun lien avec ceux qui entrent dans les quartiers. Si on le fait, on peut résoudre des problèmes, on peut apporter des solutions. Mais tant qu'on continuera comme on le fait, on pourra mettre tous les milliards qu'on veut. Il y a ça par exemple, pour le carrefour de marché de fleurs, c'est une dizaine de minutes. Mais bien malin celui qui réussit à le faire à moins d'une heure. Et vous le savez, chaque fois qu'on le fait, ça a un coût économique. Au-delà du carburant que vous dépensez, des rendez-vous que vous ratez, de toutes les opérations commerciales qui sont... Tout à l'heure, M. Fauchivé a pris un exemple. Les coûts, c'est-à-dire qu'il y a une inflation qui est induite sur la qualité de nos infrastructures routières. Et il faut que ceux qui nous gouvernent parfois, de temps en temps, qui nous écoutent. Parce que quand nous devons parler des programmes, même les opposants, vous pouvez utiliser les programmes qui sont proposés par les opposants pour vous inspirer. Parce que l'équipe pour laquelle nous nous battons, c'est le Cameroun. L'équipe pour laquelle nous jouons, c'est le Cameroun. Donc, ça veut dire qu'il est insensé que nous soyons là à s'échapper et que les uns aient la solution, mais parce qu'elle émane d'eux, on refuse complètement de les appliquer. Donc, je le dis, peut-être que c'est un cri du cœur. Pendant que nous sommes ici, il faut que ceux qui nous gouvernent sachent que les pénétrants de Est et Ouest de Douala, il faut qu'on trouve le moyen de placer les échangeurs à tout. Où est-ce qu'il y a les giratoires gigantesques. Bon, moi, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se passe ailleurs, mais les giratoires chez nous sont exceptionnellement gigantesques. Et malheureusement, ils contribuent plutôt à congestionner la circulation. Donc, nous souhaitons donc, que quand ils font ces travaux-là, c'est pour le bien-être des Camerounais, mais il faut également qu'on puisse penser à ce que la solution soit efficace et définitive. Il faut qu'on fasse des échanges simplifiés à chacun des carrefours. Tant qu'on ne l'aura pas fait, on quittera peut-être Yassa-Adjibamba de manière rapide, mais on viendra s'agglutiner au même endroit. Il y aura la congestion. C'est un peu comme vous avez vu le pont sur le Vouri. On a fait ce qu'on a fait là, mais tout le monde vient s'agglutiner au rond-point. On a résolu aucun problème. Alors, monsieur le maire, parlant justement des routes, on se souvient que le Premier ministre a critiqué leur état dans un tweet en 2023, en octobre 2023. Le GECAM également l'a fait récemment, François, le GECAM l'a fait récemment. Alors, réponse du MINTP, les axes se dégradent à cause du vieillissement, des pluies et du manque d'argent. Est-ce que cette réponse parvient à vous convaincre? Non, ça ne peut pas me convaincre parce que gouverner, c'est prévoir. Je pense que... Sauf que ce n'est pas lui qui alloue les budgets. Non, écoutez... Mais les pluies ne sont pas un argument quand même. Il va toujours pleuvoir. Lorsque vous êtes il ne pleut pas qu'au Cameroun. Lorsque vous êtes l'ingénieur de l'État en matière de travaux publics, vous devez planifier les projets d'investissement routier du Cameroun. Donc les justifications que donne le MINTP sont en réalité des alibis qui masquent l'incompétence de ce département ministériel. Et je pense que ça traduit également, comment j'allais dire, son incapacité à apporter les réponses aux préoccupations des Camerounais. Il faut savoir que lorsque le Camerounais a atteint l'initiative PPTE, Pays pauvres très endettés, la remise de la dette était consacrée aux infrastructures, à l'éducation, à la santé, et éducation, santé, infrastructure et énergie. Donc, plus de 20 ans après l'atteinte de l'initiative PPTE, nous avons tous constaté que les ressources issues de la remise de la dette concernant les infrastructures n'ont apporté aucune solution. La preuve est que nous sommes en débat aujourd'hui sur des questions de dégradation du tissu routier du Cameroun de manière générale. J'ai aimé tout à l'heure la conséquence, le développement sur la conséquence de cette situation sur le plan économique et sur le plan même de l'augmentation des prix sur les marchés qui a été faite par le docteur Edouard Fauchivé. Je pense que c'est une situation qui, en réalité, nous interpelle tous et qui montre clairement que le pays n'est pas gouverné. Parce qu'en fait, si on focalise ce débat sur l'incompétence du MINTP en donnant l'impression que les Camerounais ont élu un ministre, on serait complètement en train de se tromper. Nous avons élu un président de la République qui, manifestement, est démissionnaire. Parce que de tout ce que nous parlons sur ce plateau, on est tous d'accord que
Il n'y a pas de conseil de ministres. Ça veut dire que lorsqu'on vous a nommé, on fait un conseil de ministres pour donner les orientations et on se revoit plus tard pour nommer un nouveau gouvernement et tenir un seul. Parce que l'autre aveu de la sortie de M. Bagagele, c'est de dire que le président de la République ne rencontre même pas ses ministres. Il ne les rencontre jamais. Il a avoué ça. C'est-à-dire que de façon voilée, il ne les rencontre pas. Et donc, face à cette situation, je pense que l'opposition, comme l'a dit M. Yondi Kam, doit prendre ses responsabilités en faisant une offre alternative à celle du gouvernement sur la question des routes. Et je pense que ce travail est fait dans le cadre de l'Alliance politique pour le changement qui soutient la candidature de Maurice Kamto. Il y a une équipe d'experts qui travaille sur l'ensemble des problématiques qui sont celles des Camerounais et en particulier sur la question des routes. Et je pense que le moment venu, lorsqu'on sera en campagne, tous ces offres seront rendues publiques. Donc je crois que les Camerounais doivent, et je pense que c'est ça la solution, parce que quand on a fini de parler sur les plateaux de TV, comme c'est le cas aujourd'hui, la question que la population se pose, qu'est-ce qu'on fait donc? Moi, je pense que la réponse à tous les problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est l'engagement politique des citoyens. Les Camerounais doivent s'engager sur le plan politique, s'inscrire sur les listes électorales et aller voter le moment venu pour changer les dirigeants incompétents qui nous gouvernent. Parce que le problème, il est là. Et la démission des Camerounais devant le processus électoral depuis de nombreuses années est aussi à l'origine du maintien de ce pouvoir. Même si je suis d'accord avec eux que nous avons un régime militaire et un régime policier qui ne manquent pas l'occasion de terroriser les Camerounais et de restreindre leur liberté. Nous avons vu dernièrement la vidéo sur la torture de M. Longuet qui ne rassure personne. En réalité, nous sommes devant une situation où le régime veut faire peur aux Camerounais, comme ça s'est passé hier au domicile de Laurent Nietzsche. On veut faire peur aux Camerounais pour leur faire comprendre que si vous tentez, vous allez voir. On veut faire comprendre aux Camerounais, vous vous êtes mobilisés pour vous inscrire en 2004. On vous a donc retiré des listes, vous allez faire quoi? Moi, je crois que les Camerounais doivent repartir. C'est une interprétation. Non, c'est une analyse. Bon. Les Camerounais doivent se remobiliser à nouveau pour aller s'inscrire sur les listes électorales et aller voter le moment venu pour obtenir le changement. Moi, j'ai parcouru les routes dans certains pays africains, en Côte d'Ivoire en particulier, au Sénégal. Le Sénégal, autrefois, était un pays où les Camerounais moquaient pratiquement, c'est-à-dire que la perception qu'on avait du Sénégal, c'était lié, par exemple, au petit cordonnier qui passe pour faire son toc-toc-toc sur la rue. Mais lorsque vous allez dans le pays, vous voyez les infrastructures routières, vous voyez les moyens de transport, avec le train qui fonctionne, avec l'autoroute qui marche. Mais vous vous posez la question, mais de quoi les Camerounais parlent? Moi, je pense que nous devons quand même nous regarder dans le miroir et regarder d'où nous venons et d'où les autres étaient. Nous avons parlé de la cherté des prix des infrastructures, du coût des infrastructures au Cameroun. On a construit les stades au Cameroun pour organiser la Coupe d'Afrique des Nations. Vous savez qu'il y a un scandale de CanGate qui aujourd'hui agite les chaumières. Mais aucun juge, même le TCS, n'a pas eu le courage d'ouvrir une enquête dessus. Sur la CanGate, on a vu le Covid-Gate qui a été dénoncé à l'Assemblée nationale. Le TCS n'a dit mot, alors que le contrôle supérieur de l'État s'est prononcé dessus en indiquant clairement les responsabilités des membres du gouvernement dans le détournement des fonds qui ont été alloués pour la gestion du Covid. Donc moi je pense que nous sommes face à une situation où c'est l'ensemble du régime qui doit démissionner. Ce n'est pas un ministre en particulier qui est interpellé devant cette situation, c'est l'ensemble du régime. C'est M. Paul Biya qui a nommé ses ministres et s'il pensait qu'ils travaillent mal, il devait les enlever. Donc selon Paul Biya, M. Nganoujou Messi travaille bien. Selon Paul Biya, Mme Ketia Koutes travaille bien. Selon Paul Biya, M. Eyeba Aïssi travaille bien. Tous ces ministères qui sont au cœur de gros scandales, selon Paul Biya, ces gens travaillent mal. Donc le problème, c'est M. Paul Biya lui-même, je le redis encore. Edouard Fouchive, avant d'arriver à l'interpellation du chef de l'État et l'absence des conseils de ministres au Cameroun, il y a cette question sur le rôle des conseils de cabinet, parce qu'on en a chaque fin de mois, on en a tous les mois. Comment est-ce qu'ils se déroulent et même à quoi ils servent ces conseils de cabinet si les ministres ne se parlent plus que sur la place publique? On a eu le cas Minat, Minsanté, on en parlait tout à l'heure. On a eu le Minjustice qui s'est insurgé contre les hautes instructions
lors de la projection du film de Paul Biya à la place de la BCK ici à Douala. On a eu le MINAD, je n'ai pas envie de parler de conflit entre le MINAD et le PM, le MINAD qui a pris la parole sur une chaîne étrangère. J'aimerais avec vous qu'on analyse la coordination et même la solidarité dans ce gouvernement de 2019. Je crois qu'il n'existe plus de solidarité, de cohésion gouvernementale, il faut le dire. C'est pour ça que tout à l'heure, lors de ma première intervention, j'ai dit, si le délégué s'arrête à cette observation, c'est qu'il n'a rien fait. Il faut qu'il pousse qu'au niveau du conseil de cabinet, que le problème soit posé. Et la question que vous posez maintenant est de savoir, et nous posons la question de savoir comment l'ODJ, l'ordre du jour du conseil de cabinet est défini. Oui. Je crois que le conseil de cabinet, pour faire un ODJ, il faut qu'on essaie de prendre le problème soit hebdomadaire, soit mensuel, pour bâtir maintenant un ordre du jour. Si ce n'est pas ça, ça veut dire que on se pose la question de savoir, quand les ministres sont avec le PM, ils débattent donc de quoi? Donc, vous avez cité des cas entre le ministre de l'administration territoriale et le ministre de la santé, là où le ministre de l'administration territoriale entre partout, tantôt il est au niveau de la communication gouvernementale, tantôt il est... Je crois que vous vous rappelez lorsque le secrétaire général de la présidence de la République, Marafa, Amin Diaya, il avait déjà sonné l'alerte en ce temps-là pour dire la solidarité gouvernementale, les ministres doivent plus se permettre de se pavaner dans le cadre de la communication, mais un cadre avait été défini pour que les ministres puissent donc discuter. Je crois qu'on n'a pas besoin d'être politique à ce niveau pour dire que la cohésion gouvernementale n'existe pas, puisque chaque ministre essaye maintenant de tirer. Si le délégué du gouvernement le plus renseigné de ce pays pose le problème sur la table avec les différents rapports qu'il reçoit au niveau du conseil de cabinet, le problème des infrastructures trouvera une solution. Parce que ce que nous ne voyons pas pour ne pas continuer à enfoncer, c'est que de Maroua jusqu'à Ngaoundéré, lorsqu'on vous décrit, n'est-ce pas, les péripéties de cette route, vous vous rendez compte que bientôt, dans le cadre du commerce extérieur, les Tchadiens vont préférer l'Interland Soudan. Hein, parce que l'Interland Niger est fermé à cause de Boko Haram, mais méfions-nous, parce que s'ils réussissent, n'est-ce pas, à faire un contournement de la logistique maritime vers le côté Soudan, le Cameroun va perdre plusieurs milliards de francs dans le cadre du commerce extérieur. Or, voilà les anticipations que le conseil de cabinet devrait nous permettre, n'est-ce pas, d'éteindre le plus rapidement possible, parce qu'il ne faut pas seulement voir à l'intérieur, il faut voir les conséquences au niveau, n'est-ce pas, de l'architecture de la zone CEMAC, ce que ça peut nous coûter. Donc le contournement aujourd'hui du trafic à cause de la route, puisque le chemin de fer s'arrête à Ngaoundéré, et vous êtes obligé, pour arriver au Tchad, de prendre la route Ngaoundéré-Tchad. Et si le délégué du gouvernement, à travers ses services de renseignement, ne décrit pas exactement les difficultés logistiques qui se passent entre Ngaoundéré et Kousséri, ça veut dire que les Tchadiens vont créer un contournement. Donc, je crois que le conseil du cabinet se doit de redéfinir leur ordre du jour pour s'adapter aux cris de la population, le cri économique, les cris sociaux, pour pouvoir résoudre ce genre de problème en termes de données mensuelles. François Yodikam, le DGSN a parlé du conseil de ministres, mais que deviennent finalement les instructions dans la durée, quand on sait que le dernier conseil de ministres s'est tenu le 16 janvier 2019, au lendemain du réaménagement ministériel qu'on a eu. Et c'est à ce moment-là que le chef de l'État a donné des orientations à son gouvernement. Vous vous frottez tous les jours au management, au monde de l'entreprise. Est-ce qu'une entreprise peut être viable si le chef, après avoir donné des instructions il y a 5 ans, ne réunit pas de temps en temps ses collaborateurs pour faire le point?
Vous allez me dire, c'est une question rhétorique que je pose. Non seulement l'entreprise ne peut pas être viable, mais l'entreprise ne peut même pas exister dans ses fondamentaux. Il est impossible de diriger ainsi. C'est le b.a.-ba. Et au-delà, je vais revenir à ce que j'ai dit dès le début. Vous avez des gens qui sont là depuis 42 ans et qui ont fait aveu d'incompétence. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je crois qu'actuellement, il faut tirer les conclusions de cette incompétence-là. Et comme il n'y a que deux façons de régler cette affaire-là. Soit ils démissionnent, soit on les démissionne. S'ils ne veulent pas partir, qu'on s'arrange à les faire partir. C'est tout. Parce que je ne sais pas quel aveu d'incompétence nous attendons encore. Vous avez un ministre qui vient et qui vous explique que son collaborateur est incapable de faire le job. Lui-même, qui, quelque part, de manière sibylline, puisqu'il est solidaire de ce gouvernement, reconnaît qu'il fait, et les collègues l'ont dit tout à l'heure, lui-même dans son département ministériel, il accumule des bévues. Vous avez un ministre de la Justice qui dit qu'il ne reconnaît pas les hautes instructions du secrétaire général de la présidence de la République. Non, mais c'est ce qu'il a dit. Non, il n'a pas parlé du secrétaire, il n'a pas parlé du secrétaire général. Qui donne les instructions? Vous avez peur de quoi? Qui relaie les instructions? Il n'a pas dit nommément, on va le dire ainsi. Il n'a pas dit nommément. On vous donne le nom alors. Alors, vous avez ce ministre qui s'exprime ainsi et qui revient ici parce qu'il a d'abord fait cette sortie-là dans le magazine du ministère de la Justice. Oui, Justicien. C'était d'abord là-bas. Il est revenu ici à la faveur il a redit. Il a même utilisé un mot douala pour bien préciser les choses. Alors, je ne sais pas. C'est une façon de dire nous sommes en train de nous battre pendant que vous souffrez. Qu'est-ce que vous faites? Alors, moi, mon appel, c'est un appel citoyen. Les mouvements associatifs, la société civile doit prendre la parole. Nous avons le droit d'exiger de ces gouvernants une meilleure gouvernance, qui nous rendent compte, s'ils ne peuvent pas rendre compte, que l'on s'engage de manière définitive à les faire partie. Les faire partie, c'est aller voter contre eux. Et monsieur le maire, vous évoquiez tout à l'heure, vous disiez, vous attendez les élections pour dérouler votre programme. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il y a une équipe. Oui, j'ai compris. Qui travaille sur le projet. Oui, justement, je voulais rebondir là-dessus. Moi c'est le problème que j'ai avec l'opposition au Cameroun. On est en campagne déjà. On est permanemment en campagne. N'attendez pas qu'il y ait une fenêtre pour dire que vous avez un espace là pour venir dire, là, je ne sais pas si tu interdirais à monsieur le maire de dire exactement ce que son parti propose de manière chiffrée s'ils arrivent au pouvoir sur la question des routes. C'est comme ça qu'on construit un pays, c'est comme ça qu'on construit une citoyenneté engagée. Il ne faut pas attendre que le RDPC, d'abord on ne sait même pas quand ils vont décider de faire. D'abord vous savez qu'ils sont toujours dans l'enveloppe, ils recherchent là. Alors, en embuscade, c'est ça le mot. Il faut anticiper dans tous les secteurs clés de la vie. Edouard Fauchivet a dit la dernière fois que le RDPC est constamment en campagne. On est en campagne tous les jours. Peut-être que sur ce point, au moins, c'est ça la vitalité. Il a raison. Moi, j'attends de vous, monsieur le maire, que quand vous venez sur un plateau, nous sommes pratiquement tous d'accord de l'échec lamentable de ce gouvernement, y compris monsieur Fauchivet. Y compris, c'est à peine s'il n'appelle pas à la démission de ce pouvoir. Ici et maintenant. Vous êtes responsable. Non, je voulais apporter un autre. Je voulais juste faire. Je voulais juste montrer les conséquences de ce problème d'infrastructure sur l'économie nationale. Oui. Vous avez vu aujourd'hui le développement des infrastructures portuaires, apprécié par tous les Camerounais, tant de l'opposition que du pouvoir. Le travail que fait Cyrus Ngom et la façade maritime qui s'ouvre au niveau de Kribi pour que tous les grands amateurs convergent vers le Cameroun, soit au niveau de Kribi, soit au niveau de Douala. Imaginez donc que nous avons 20 à 25% du trafic sur le Tchad tombant au Cameroun et qu'il n'y a pas moyen de les monter de Ngandere à N'Djamena. Vous vous rendez compte? Vous voyez l'impact économique de cette histoire de route. Dans ce cadre, qu'on tire le chemin de fer de Ngandere jusqu'à Koutseri. Ouais. Et donc, vous voyez, c'est-à-dire que je ne comprends pas
comment nous, les experts dans la chose des questions de transport, nous ne sommes même pas sollicités dans ce genre de truc pour apporter l'expertise. On se pose donc la question de savoir qu'est-ce qu'il faut. Ce pays est un bassin des intellectuels, un bassin des experts. Utilisons-les. Pas pour du côté, c'est les diplômés, c'est pas les intellectuels, c'est les diplômés. Si tu veux, comme tu dis. Mais je me refuse aujourd'hui de penser que le Cameroun n'a pas des experts qualifiés pour apporter à notre pays ce qu'il faut. Non, puisque je vais finir, puisqu'il m'a pris la parole, le Cameroun a des experts. Maître, vous voulez prendre la parole également. Docteur Fauchivé, le Cameroun a des experts, mais le Cameroun n'a pas le leadership qu'il faut, le leader qu'il faut pour mettre en mouvement toute cette expertise-là, pour transformer le pays de manière structurelle. Vous parliez tout à l'heure de voies. Le port de Kribi a été construit sans qu'on ne pense à comment est-ce qu'on va évacuer les marchandises du port. La prévision ça c'est calamiteux. On est au Cameroun. Kribi et Déa, c'est catastrophique. On est au Cameroun. Ils ont construit le port et ils ne savent pas comment on fait pour sortir les marchandises du port. Jusqu'à Déa seulement. C'est terrible. Voilà. Alors on a beau débattre, franchement, il faut qu'à un moment, les Camerounais, je dis bien les Camerounais, prennent leurs responsabilités et disent qu'on ne peut pas continuer à donner un chèque en blanc à des gens comme ça. C'est impossible. Très bien. Et quand on veut parler, ils musellent, y compris la presse. Ils vous menacent, vous, les gars. Tout à l'heure, je voudrais faire une virgule pour parler. Vous avez les instructions du président de la République qui ne sont pas respectées. Oui. Et je voudrais juste dire que le non-respect de ces instructions et son absence atavique nous cause du tort au plus haut niveau. On parle des inondations dans le Grand Nord. Vous savez qu'il y a eu un plan d'urgence pour le Grand Nord qui a été pris il y a 2012, je crois. Oui, qui a été pris en 2012-2013. Et on avait prévu de construire une digue à Maga. Oui. C'est-à-dire que pour pouvoir résoudre de manière définitive, résoudre de manière définitive le problème des embouteillages, des inondations, le problème des inondations. Mais ces instructions n'ont jamais été respectées. Il y a même un budget spécial qui a été voté pour pouvoir résoudre l'Assemblée nationale, pour pouvoir résoudre ces questions-là. Ça n'a jamais été respecté. Donc, j'aimerais pour dire que je souscris totalement à ce que disait François tout à l'heure. Nous devons absolument faire partie de ces gens-là si nous voulons que les choses puissent avancer. Il n'y a pas une autre solution. Et il faut que le peuple camerounais arrête de se dédouaner. Et j'ai dit, le peuple est le premier responsable. Parce qu'il faut qu'on continue de laisser croire que c'est l'affaire des hommes politiques ou quoi que ce soit. Non. Il n'y a pas d'homme politique s'il n'y a pas de peuple. S'il n'y a pas de population à même de comprendre les enjeux. Comment vous pouvez m'expliquer que quelqu'un qui est à Kousseri ou quelqu'un qui est à Maroua, qui n'a pas d'école pour ses enfants, réussit quand même à donner 100% à quelqu'un. Vous demandez quand même, il y a un minimum de bon sens qu'il faut avoir. Ou vous êtes à Yaba, si vous n'avez pas de route, vous êtes en Kondjok, vous produisez, vous n'arrivez pas à sortir jusqu'à Bafang, mais vous donnez 100%. Oh, c'est des endroits où il y a des vivres à profusion, mais qui pourrissent sur place. Nous voyons souvent des images où ça dit que les gens ont coupé des régimes et des régimes qui pourrissent. Ça pourrait il n'y a pas de route. Il y a des gens qui sont fonctionnaires en conjoncture, à un moment ils ne peuvent pas aller, ils ne peuvent pas y aller parce qu'il n'y a pas de moyen de locomotion. C'est impossible. Et ça dure depuis plusieurs décennies. Mais, curieusement, les populations qui vivent cela refusent de pouvoir s'engager effectivement. Il faudrait que chacun mette sa pierre à l'édifice, que chacun mette ses mains dans le cambouis, si nous voulons que ça puisse avancer. Et ce n'est pas une question qui concerne seulement l'opposition, puisque les dysfonctionnements ne connaissent pas de partis politiques. Quand on coupe la lumière, c'est tout le monde. Quand il n'y a plus de route, c'est tout le monde. Quand il n'y a pas d'eau, c'est tout le monde. Donc, il faut que les populations camerounaises s'engagent effectivement et que les découragements que les Camerounais font là soient plutôt en réalité un message fort pour eux, qu'ils comprennent qu'en réalité, que la peur a changé de camp. Et qu'il faut absolument que les populations s'engagent davantage. On va sortir de ce sujet. Le DGSN se plaint donc de ce que les collaborateurs du chef de l'État n'arrivent pas à transformer ces instructions en actions concrètes sur le terrain. Quelle pourrait être la suite de cette sortie, la conséquence de cette sortie? Une perte de portefeuille peut-être? Moi, je pense que c'est une distraction de plus. Moi, je n'attends pas grand-chose. Je n'attends pas grand-chose parce que ce gouvernement nous a habitués à des sorties comme ça. Parce qu'il faut savoir que il y a un fond caché aussi de la sortie de M. Bakagele que nous ne voyons pas. Quel est le calendrier des arrestations en cours? Il faut voir.
Il faut savoir que le chef de l'État vient de rentrer après un bon moment passé à l'étranger. Peut-être que le régime a décidé d'arrêter un certain nombre de responsables pour distraire les Camerounais, pour distraire les Camerounais et présenter M. Biya comme quelqu'un qui n'a rien à se reprocher, comme quelqu'un qui essaye de balayer la maison. Moi, je n'attends rien parce qu'en temps normal, un responsable comme M. Bagagele, qui est quand même le patron de la police, ne devait pas seulement venir bavarder. C'est ce que je dis. Il ne devait pas venir bavarder. C'est lui le patron des OPJ, des officiers de police. C'est vrai que les OPJ dépendent de la magistrature, mais ce sont tous des policiers qui dépendent de son département ministériel. Donc je ne sais pas exactement quel est l'agenda du régime. Attendons voir. Très bien. Edouard Fauchivi, suivi, je parlais de management, suivi, évaluation, sanction. Pourquoi à chaque fois on choisit de dédouaner le chef de l'État? Non, ce n'est pas qu'on évite de dédouaner le chef de l'État, non. Je crois que c'est le chef de l'État qui a été voté. C'est lui que le peuple... Non, quand je dis on choisit de dédouaner, vous avez suivi la sortie du DGSN. Il a tapé du poing sur la table pour ce qui est de son collègue. Pourquoi on n'incrimine pas le DG? Mais nulle part on ne parle on incrimine le président de la République. Pourtant, c'est lui le maillon fort, c'est lui qui... Oui. C'est ce que je vais dire. Je vais dire que le peuple a donné le pouvoir à une personne qui est le chef de l'État, qui maintenant, dans le cadre de la gouvernance, nomme autour de lui maintenant les acteurs pour l'accompagner. La seule sanction qui est visible dans le cadre d'une politique de gouvernance, c'est le changement des hommes. D'abord. Donc, si le président de la République... Mais ça fait combien de gouvernements qu'on change depuis 1982? Si à un moment donné, on se rend compte que la solution n'est pas... Vous posez une question, je dis, nous n'avions pas... La première de sanction, moi je ne suis pas... le même Wallen va dire il faut changer le président comme maître. Ça, c'est eux. Non, vous êtes pour un énième réaménagement. Oui, même le changement d'un président de la République ne se fait pas autour de cette table. Oui. Par contre, notre contribution au changement des hommes qui animent la politique de la gouvernance au Cameroun, c'est un décret présidentiel. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a sclérose. C'est plus possible. Maître. À 92 ans, on soit gardez votre position d'homme de droit. Oui. Je reviens sur ce que je dis. Le président peut nommer un gouvernement aujourd'hui, le 2, le changer dans une semaine. Il a ce pouvoir. D'accord? Mais un président de la République, on ne peut pas le changer en un mois. Il y a des périodes, des données, des périodicités sur lesquelles le peuple apprécie son président. Donc l'année prochaine, nous allons apprécier, n'est-ce pas, le travail de notre président. Il est candidat? Et c'est chacun... Il est candidat naturel. Nous allons revenir, je crois, c'est le deuxième. Oui. Donc, laissons donc la sanction qui peut aujourd'hui être la meilleure. Et je reviens pour vous faire comprendre que je suis cohérent dans mon analyse. Au départ, je vous ai dit que le délégué ne s'arrête pas à l'observation. Si vous arrêtez à l'observation et que, in fine, il n'y a rien derrière, ça veut dire que c'est comme si vous avez mal observé. Très bien. Donc, maintenant, le président de la République doit se poser la question d'avoir, et je vous prends à témoin, il est là pour dire, ici, à la STV, nous avons débattu le problème des infrastructures routières avant que ça n'arrive. Comme l'autre jour, nous avons débattu sur le principe de la communication de l'État en matière donc de la santé du président. Et une semaine, 2-3 jours après, le directeur du cabinet a communiqué dessus. Donc ça veut dire que vous êtes suivi. Très bien. Voilà. État, développement et longévité au pouvoir. Je veux dire un mot pour qu'on sorte de là. Rapidement. Parce que moi, c'est... Non, c'est le dangereux réductionnisme de la fonction présidentielle qui m'inquiète, qui me pose des problèmes. Le président de la République n'est pas là que pour donner des instructions. Il est là pour les donner et pour veiller à ce que ces instructions soient appliquées. Oui. Sinon, c'est trop facile. Mais c'est pas ça donc que je dis. Monsieur Fauchivi, s'il est donc incapable pendant 42 ans de donner des instructions et de les évaluer,
le peuple doit tirer les conséquences. Très bien, suivi, évaluation, sanction. Donc, État, c'est même l'implémentation. C'est lui qui doit implémenter. C'est lui, en réalité, les autres ne sont que ses mandataires. Voilà. C'est lui qui doit implémenter les politiques qu'il met sur pied. Donc, ce n'est pas les autres. Quand on n'a pas élu un ministre. Donc, c'est lui qui doit exécuter, c'est lui qui doit répondre auprès du peuple. Merci, Maître Ngwana. État, développement et longévité au pouvoir, que faisons-nous pour le développement de notre pays, interroge le DGSN dans un État dirigé depuis près de 42 ans par la même personne, le chef de l'État Paul Biya. Quel est, François, l'impact de la longévité au pouvoir sur le développement? La longévité est d'abord contraire à l'essence humaine. À l'essence humaine? Oui, à l'essence, oui. Donc les vieux... Non, ce qui veut dire, c'est qu'on est en vie. Oui, non, ce que je... Allez-y, La longévité au pouvoir décliné comme ce que nous vivons au Cameroun est contraire à l'essence humaine parce qu'elle empêche le mouvement. Il y a eu chez les présocratiques une discussion qui a duré longtemps entre Héraclite, qui croyait au mouvement, et Parménide, qui croyait à l'immuabilité du genre humain, puis même de la vie. Il y a eu par la suite la dialectique qui s'est développée et qui a consacré l'émergence d'un monde qui n'est plus moniste, mais qui est dualiste. Et c'est ce dualisme-là qui explique même le débat qu'on fait aujourd'hui. Donc, pour qu'il y ait évolution, il faut qu'il y ait confrontation. Et c'est dans la confrontation que jaillit la vérité. Vous comprenez pourquoi je parlais d'essence. Oui. Un petit coup de philo. Alors, maintenant, pour revenir à ce pouvoir, le problème avec la longévité, c'est que ça crée la sclérose. Je reprends un mot. Ça crée l'inaction. Et une fois de plus, moi j'emprunte au président de la République. D'abord, qui a lui-même à plusieurs reprises constaté l'inertie de son gouvernement. Cette inertie est la première conséquence de cette longévité, de l'absence de renouvellement, à la fois de la classe politique et du leadership politique au Cameroun. Et moyennant quoi, on voit un pays qui est complètement déstructuré dans son fonctionnement. On voit un pays qui est, sur le plan visuel, envahi par les poubelles. Moi, les poubelles sont un symbole fort de l'état de putréfaction interne du pays. C'est parce que, à l'intérieur du gouvernement, les choses sont tellement compromises, souillées et pourries que ça réjaillit dans la vie quotidienne. Les poubelles débordent de partout. Comment est-ce qu'on peut être à l'aise dans un pays où on côtoie les rats dans les rues? Ne serait-ce que pour ça, on devait se lever. Comment on peut s'accommoder de tant d'insalubrité? Vous qui prenez du temps à être aussi soigné. Non, moi je crois, et il y a là un problème d'hygiène. Ce n'est pas secondaire, le problème d'hygiène et de salubrité des Camerounais. C'est un symbole de la malgouvernance. Donc, pour revenir à ce que je disais, ce pouvoir perpétuel, ce pouvoir éternel produit quoi? Le népotisme, le clientélisme, la corruption, la malgouvernance. Et ce pouvoir perpétuel produit quelque chose qu'on n'a pas souvent l'occasion d'évoquer, Leïla. C'est quoi? C'est que l'ascenseur social est bloqué au Cameroun. Il est bloqué parce que c'est les mêmes qui occupent les postes de responsabilité pendant longtemps et il y a une reproduction. Moi, j'ai eu à couvrir plusieurs événements concernant des grandes sociétés d'État que je ne vais pas nommer. Mais vous serez surpris de retrouver des noms de responsables en charge qui occupent des fonctions clés dans ces sociétés-là. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu une possibilité de permettre à d'autres qui ne sont pas de l'élite gouvernante d'accéder aux fonctions dans le pays. Parce que les Camerounais étant déjà pauvres, d'abord parce qu'il y a une double injustice. Ceux-là que vous voyez là, ils ont eu le moyen d'aller à l'école, de faire de bonnes écoles. Donc déjà, ils sont en avance par rapport à ceux qui n'ont pas les moyens de faire ces bonnes écoles. Et en plus, ils sont privilégiés quand il faut nommer. L'ascenseur social est totalement bloqué. Voilà 2 ou 3 photos. Alors, Maître Moustapha Ngwana, avant Monsieur le maire, certains estiment que plus un pouvoir perdure, plus les chances de développement de ce pays s'amoindrissent avec la création des conditions parfaites pour un État prédateur. Quel effet réel exerce la longévité au pouvoir sur les politiques de développement, pas qu'au Cameroun, mais en Afrique? Leïla, moi je vais d'abord parler du Cameroun parce que c'est le Cameroun qui m'intéresse. Oui. Nous avons au Cameroun le plus vieux flic dans le monde. Barangele était policier en 1951.
Ça fait 73 ans qu'il est policier. 73 ans. Nous avons le plus vieux président de la République au monde. Nous avons le plus vieux président du Sénat au monde. Nous avons le plus vieux président de l'Assemblée nationale au monde. Et lorsque vous mettez ça ensemble, nous avons également, pour le Conseil économique et social, en termes de longévité également, nous avons le plus ancien au monde. Les fonctions clés de notre pays sont complètement constipées, sont complètement grippées. C'est-à-dire que les personnes qui sont censées impulser le développement, ou contribuer à l'impulsion du développement, sont incapables parce qu'elles sont atteintes de sclérose. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, je le dis, nous sommes peut-être encore, je suis encore relativement jeune, mais il y a des choses qu'aujourd'hui je n'arrive pas à faire avec la même dextérité que je le faisais il y a 20 ans. À plus forte raison des personnes qui ont 92 ans. Je vais vous dire une chose, je n'aime pas évoquer les arguments religieux dans un débat civil. Mais pour ceux qui sont chrétiens, on dit dans les Psaumes 90, verset 10, le temps de nos jours dure 70 ans, pour les plus robustes, c'est 80 ans. Quand un homme vit déjà au-dessus de 70 ans, c'est un bonus. Lorsque vous avez un leadership dont on ne peut pas se passer, ça veut dire que c'est un très mauvais leadership. Parce qu'en réalité, lorsque vous êtes un leader, vous devez construire autour de vous des personnes à même de pouvoir prendre votre place. Des personnes qui fassent qu'on puisse se dispenser de votre présence. Le fait que nous ayons aujourd'hui au Cameroun des personnes qui continuent à demander à ces personnes-là qui à mobilité réduite, parce qu'il faut le dire, parce que toutes ces personnes sont des personnes à mobilité réduite. Et je peux vous garantir que cette mobilité réduite est également, c'est-à-dire que se traduit également même par l'incapacité à pouvoir actionner son cerveau avec la rapidité qu'il faut pour qu'un pays puisse se mettre. J'ai envie de vous dire que le chef de l'État revenant de Genève, on l'a vu en... Je veux dire, on ne peut pas juger de l'apparence physique de quelqu'un pour parler de son état de santé, mais on l'a vu en bonne forme physique. Le président n'est pas descendu. On n'a pas montré le président en train de descendre de l'avion. Moi, j'ai pas eu ces images-là. Et en plus, il ne faut pas qu'on essaye de se voiler la face. Là. Il est impossible qu'un homme de 92 ans ait la mobilité d'un autre de 40 ans. J'ai un exemple que j'aime souvent prendre, là. Si on met un bus de 70 places au pied de cet immeuble, on vous dit que celui qui va le conduire à 80 ans et il vous amène à aider, je ne suis pas sûr que vous aurez envie de prendre le bus en question. Et donc dire que nous allons confier le destin de 30 millions de Camerounais. Enfin, vous êtes dans la campagne. Pour quelle formation politique? Je ne sais pas. Parce que ce que vous êtes en train de dire... Il n'a pas compris de quoi. Non, c'est mieux de sortir. Parce que ce que vous êtes en train de dire est une campagne. Mais ouais, la campagne est permanente et les autres peuvent également l'être. Allez-y, maître. Donc, personne ne va pouvoir emprunter ce bus-là. Parce que ça veut dire que nous serons dans la peur. La peur parce qu'il y a un âge où on passe plus de temps à soigner ses bobos qu'autre chose. Nous savons, vivre longtemps est une grâce divine. Et ça ne doit pas devenir un supplice pour les autres. Et tel que notre pays est organisé, même les lois de la République prévoient des limitations de mandat même à certaines fonctions. Les directeurs généraux d'entreprise, les membres des conseils d'administration, même ça, ces petites choses-là ne sont pas respectées. Or, si on respecte au moins cette limitation de mandat, je peux vous assurer qu'il y aura, c'est-à-dire que la tendance éternitaire va baisser. Peut-être que Fauchivet serait directeur général peut-être de Camtel aujourd'hui. Parce que c'est un exemple que je prends pour vous dire que... Oui, d'accord. Dupont Dupont autonome peut-être. Non, ok. Ne prenez pas ça sur moi. Ok, d'accord. Le maire serait peut-être... C'est mieux de prendre ton frère. Vous savez, vous voyez... Allez-y, monsieur le maire. Un chrétien aurait dit je reçois. Vous voyez... Edouard Fauchivet, vous avez peur des postes? Vous voyez à quel niveau on se trouve. C'est qu'en fait, Fauchivet a peur qu'on dise une chose pareille pour que, au sein du RDP, on dise qu'il logne le poste de Cyrus Ngor, ou bien de madame... Mais toi, tu peux l'être. Moi, je suis avocat, ça me suffit. Mais pourquoi là où je suis directeur. Mais parce que vous êtes compétent. En décembre 2013. Oui. En décembre 2013, le président de la République a fait un de ses discours les plus critiques, où il a pris en grippe, il a porté en épingle
l'inertie dans l'action, dans l'action gouvernementale. Et cette inertie-là n'a jamais pu trouver solution parce que lui-même, il est inerte. Et le président de la République est dans l'incapacité, même s'il le voulait, de pouvoir suivre de manière régulière un projet qu'il a lui-même impulsé. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, tous les projets que nous avons mis sur pied aujourd'hui se s'avèrent aujourd'hui être des éléphants blancs. Que vous preniez Mevele, que vous preniez Meking, que vous preniez Lompanga, tous ces projets sont des projets qui ont été mal ficelés. C'est des projets aujourd'hui qui n'ont résolu aucun des problèmes pour lesquels ils avaient été mis sur pied. Je le dis pour dire que pour qu'il y ait vitalité, pour qu'un pays puisse même se projeter dans la postérité, dans la prospérité, on a besoin d'avoir du sang neuf. On a besoin d'avoir une mobilité dans les différentes fonctions. Parce que l'alternance, c'est la respiration de la démocratie. L'alternance permet un souffle nouveau. L'alternance permet également que de nouvelles visions puissent être implémentées dans l'intérêt supérieur de la nation. C'est un truisme que de dire que le Cameroun ne va pas bien. Tout le monde sur ce plateau a mis en perspective les différentes défaillances gouvernementales. Et curieusement, même le militant du RDP l'a fait. Et il faut avoir l'honnêteté de se le dire. Le problème du Cameroun, c'est son leadership vieillissant. Et le président Paul Biya, il était premier ministre d'Aïdjo. On avait une croissance à 2 chiffres. À cette époque-là, je peux dire qu'il avait un dynamisme qui avait peut-être à voir avec sa jeunesse. Mais aujourd'hui, on ne peut pas attendre qu'à 92 ans, il fasse ce qu'il faisait quand il avait une quarantaine d'années. Donc voilà ce que je puis dire sur la question. En termes de corruption, le temps passé au pouvoir, est-ce que ça a un impact sur la propension d'un État à être corrompu? Je veux dire, pendant très longtemps, le Cameroun a fait partie des pays les plus corrompus dans le monde. Oui, il faut déjà savoir que la longévité au pouvoir est un signe de dictature. Donc, du point de vue de la science politique, le Cameroun est une dictature du fait de la longévité de son président, 42 ans au pouvoir. C'est mal pensé. Et évidemment... C'est ce que c'est mal pensé, parce que la démocratie, c'est... Évidemment, non, dans un régime démocratique, nous sommes un régime démocratique où on accède au pouvoir par des élections. Ouais, mais nous passons pas des élections. Non, vous n'avez jamais été élu non, président. écoutez, moi je ne voudrais pas revenir sur 2008 et la modification de la Constitution et la levée du verrou de la limitation des mandats. Je ne veux pas parler de ça. Donc, le Cameroun, du point de vue de la science politique, est une dictature. Et donc, il faut savoir que la conséquence... Si je ne vous arrête pas quand vous dites que le Cameroun, c'est une dictature. Non, du point de vue de la science politique, j'ai dit, du point de vue de la science politique, le Cameroun est une dictature parce que il n'y a pas d'alternance à la tête de l'État. Et le manque d'alternance à la tête de l'État, après un certain temps, est un signe de dictature. Qui définit l'alternance. Parce que l'alternance est un signe de démocratie. Et l'absence d'alternance est un signe de dictature. Non, que le peuple choisisse un autre président. Comment vous pouvez dire ça à Mondo Vision? Un peu sous la contrainte. Écoutez, mais le peuple sous la contrainte. Le peuple a choisi. Le peuple a choisi. Est-ce qu'en 2008, mais le peuple choisit. Qu'est-ce qui s'est passé en 2008? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'on a fait sauter le verrou de la limitation des mandats. Mais on a fait voter le peuple. Non, c'est le régime en place qui a fait sauter le verrou de la limitation des mandats. Lorsque le président, lorsque votre candidat Maurice Kamto faisait ce travail-là, vous ne savez pas que moi, je ne veux pas parler, je veux pas citer, je veux pas parler des personnes ici. Mais je vous dis que l'absence d'alternance il n'a jamais été l'auteur. Dictature. Il n'a jamais fait. Celui qui a porté le projet, c'est le ministre Marafa. Il le dit même dans son livre. Il faut lire de temps en temps. Et encore que sur le plateau, on n'a pas de militants du MRC. Donc, je me sentirais très mal de parler du MRC qu'on n'a pas de militants sur le plateau. Écoutez, monsieur le maire. Moi, je pense que la conséquence de la longévité au pouvoir, ce sont les mots que nous avons décriés tout à l'heure dans le débat précédent. En 1999, le Monde diplomatique, qui est un magazine de prospective et qui parle de la géopolitique et de la stratégie internationale,
publié un dossier qui s'appelait les identités chaotiques ingouvernables. Le signataire de l'article, c'est Ignacio Ramonette, qui expliquait que les pays comme le Cameroun, qui connaissent une telle longévité au pouvoir, à un moment donné, devaient se retrouver avec un pays qui se résume uniquement à la capitale et la périphérie complètement aux mains de la rébellion. Et lorsque vous regardez la situation du Cameroun aujourd'hui, vous vous rendez compte que nous avons les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest qui sont en guerre. Vous avez les trois régions septentrionales qui ont toujours une grande insécurité. Qui ont toujours une grande insécurité. Vous avez la région de l'Est, dont on ne peut pas dire complètement que les incursions de la rébellion centrafricaine ont complètement cessé. Donc, lorsque vous regardez la situation au Cameroun, sur les 10 régions, c'est uniquement 4 régions sur 10 qui sont véritablement des zones où on peut dire qu'il n'y a pas de risque d'insécurité à un moment donné. Donc, tout ça est dû au fait que ce qui intéresse le régime en place, c'est la longévité, c'est le pouvoir perpétuel. Ce qui les intéresse, ce n'est pas le développement du Cameroun. Je ne pense pas que lorsque les gens qui dirigent ce pays se réveillent le matin, ils ont une préoccupation sur des questions de sécurité, sur des questions d'accès à l'eau, sur des questions d'éducation et tout le reste. Donc, moi, je pense que tout ce problème-là est dû au fait que nous avons un régime qui ne se renouvelle pas. Les pays que nous avons cités tout à l'heure en exemple en matière de développement depuis un certain nombre d'années, j'ai pris l'exemple du Sénégal. Nous avons connu Diouf, on a connu Ouad, on a connu Macky Sall, et aujourd'hui, c'est Diomaye. Donc, devant nous, là, on a 4 présidents qui ont défilé à la tête du Sénégal. Et la conséquence, lorsque vous voyez ces pays-là, vous sentez quand même qu'il y a quelque chose qui bouge. Donc, moi, je pense que... Non, écoutez, moi, je n'ai pas un problème avec la dette. Mais la dette doit être soutenue. La dette doit être... On peut s'endetter... La dette du Cameroun est plus toxique que celle du Sénégal. Si vous prenez les dettes pour construire les infrastructures, pour investir, moi, je considère que ces dettes-là sont justiciables. Très bien. Justifiables. Mais si par contre, vous atteignez l'initiative PPTE, on vous fait la remise de dette pour aller investir sur des questions d'infrastructure, d'éducation, de santé et d'énergie, et que vous prenez cet argent pour détourner, pour acheter les gros véhicules, pour aller les loger dans les paradis fiscaux, moi je considère que c'est un mauvais endettement. Alors, Edouard Fauchivet, l'économie, c'est votre domaine de compétence. De quelle façon est-ce que la durée d'un pouvoir exécutif affecte la croissance économique d'un pays? Cas de référence, bien sûr, le Cameroun. Je vais commencer d'abord par convoquer les Saintes Écritures pour aller contre ce que Maître a dit. Maître, vous êtes exactement comme les 7 qui pilulent au Cameroun. Vous prenez un passage, vous l'interprétez comme vous l'entendez, mais vous avez oublié de dire que si l'être humain doit monter de 70 à 80, et que le surplus, c'est parce que Dieu pose la main sur tout pouvoir. Tout pouvoir vient de Dieu. C'est écrit. Donc ça veut dire que si vous êtes là où il est là aujourd'hui, le jour où Dieu ne veut plus qu'il soit, il ne sera plus. Vous ne l'avez pas intégré. La vie est entre les mains de Dieu. Là où vous êtes là, vous pouvez, Dieu peut décider qu'après cette émission, vous ne rentrez pas chez vous. Beaucoup ont dit que le président Paul Biya était mort. Il est revenu l'autre jour. La vie est entre les mains de Dieu et de Dieu seul. Tout ce que nous parlons, nous venons de dire ici, ce sont nos analyses parce qu'on veut voir notre pays comme les autres qui se développent. Et le peuple qui choisit un homme, il faut quand même penser qu'il y a la main de Dieu. Très bien. Parce que personne ne peut arriver, je doute fort, Maître, en vous regardant, que vous allez attendre, que vous allez atteindre 80 ans. Non. Quand je dis ça, donc... Vous faites des imprécations contre moi. Et tout à l'heure, lorsque vous étiez en train de faire
pour ceux qui ne peuvent pas atteindre 88 ans. Vous ne pouvez pas déterminer le nombre d'années. Donc vous voyez donc, personne n'est Dieu. Voilà. Vous voyez donc que ce n'est pas bien de. Revenons au débat. Et je dis donc que je veux dire, de quelle façon est-ce que la durée d'un pouvoir exécutif affecte la croissance économique d'un pays? Président, aujourd'hui, la longévité, il faut prendre ça sous deux angles. Oui. Parce que vous avez celui qui reçoit son pouvoir du peuple, oui. Et donc, comme un chef de l'État, et qu'on peut critiquer au vu de ce temps passé dans le pouvoir. Mais en réalité, aujourd'hui, lorsque vous prenez les acteurs qui sont concernés, comme les ministres, les directeurs généraux, etc., et que c'est lui qui a le pouvoir sur eux, on se questionne. Parce que ce n'est pas normal, et nous l'avons dit tout à l'heure avec François, que celui qui reçoit le pouvoir du peuple doit programmer, contrôler, c'est ce qu'on a dit, et sanctionner. Et sanctionner. Et donc, si autour de lui, ces ministres n'atteignent pas les résultats que lui... Edouard Fauchivet, oui. Un pays dirigé par un homme de 92 ans, 91 ans si vous voulez, 92 ans, est-ce que ça attire les investisseurs? Un pays dirigé, parce que c'est la question que je pose simplement. Oui, c'est là où je devais arriver. Oui. Pour dire on n'a plus beaucoup de temps, donc il faut la licencier. Non, c'est là où je devais arriver. C'est que le président peut, autour du président, il y a ce qu'on appelle une cellule. Aujourd'hui. Donc, vous n'allez pas me dire que Joe Biden fait comment, comme il a été déclaré depuis 2 ans malade, mais l'Amérique est dirigée. Ses conseillers sont autour de lui. Mais ceux qui sont des acteurs, comme les acteurs politiques, quand un maire, comme Guadé est assis, il participe au développement parce qu'il est maire. Donc, sanctionner l'État central, c'est le sanctionner. Et je dis donc que le président de la République peut être âgé, il peut détacher son pouvoir autour de lui, parce que c'est le peuple qui le vote. Et sa sanction ne peut venir que du peuple. J'ai dit et donc, si les investisseurs... On a parlé des secteurs qui ne marchent pas tout à l'heure. Oui, mais il faut qu'ils les changent. D'accord. Ça, c'est clair et net. Si nous ne pouvons pas aujourd'hui dire... Ça fait 40 ans qu'ils changent sans succès. Non, c'est toi qui dis. Mais tout à l'heure, vous plaignez vous-même aussi. Oui, je dis donc la sanction qui peut... Nous avons dit ici que les observations du délégué étaient courageuses, et qu'il ne fallait pas qu'il s'arrête là, parce qu'il fallait qu'il y ait quelque chose après ces observations. Donc en termes de développement, un État dirigé pendant 42 ans... Les hommes d'affaires continuent à venir au Cameroun. D'accord. Mais vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que, quand vous voyez aujourd'hui en termes du commerce extérieur... La croissance du Cameroun, la croissance économique du Cameroun, comment est-ce que vous la jugez? Bon, de 4%. Et je pense que si les efforts sont faits, on peut bien monter comment à 5%. Comment est-ce que vous la jugez? Là, pour l'instant, nous sommes à 4%. Oui. Comment est-ce que vous la jugez? Ne dites pas si les efforts sont faits, c'est demain. Là, non, du DSE. Maître. Non, je pense que la croissance du Cameroun ne reflète pas les réalités aujourd'hui du potentiel du Cameroun. Très bien. Il faut le dire. Et donc, c'est pour ça que... Et donc, ça fait 42 ans. Et donc, ça fait 42 ans que nous avons le même pouvoir en place. Je repose dans la question, de quelle façon est-ce que la durée du pouvoir exécutif affecte la croissance économique d'un pays? Vous l'avez dit tout à l'heure, ça ne reflète pas... Oui, mais c'est le peuple qui doit décider, Léla. Ce n'est pas nous. Nous pouvons aujourd'hui refuser un président, le peuple le vote. Mais nous l'avons dit. Il a très bien expliqué. Il a dit il faut que le peuple comprenne aujourd'hui que si l'exécutif n'apporte pas ce qu'il faut, le peuple doit sanctionner l'exécutif. On ne sanctionne pas l'exécutif autour. Par contre, un ministre qui n'apporte pas des résultats qui sont bien menés en termes d'études, en termes de contrôle, si on le dégage et on cherche un autre. Très bien. Voilà. Alors, et ne pas le dégager pendant 5 ans, c'est la responsabilité de qui? Mais c'est la responsabilité de l'exécutif. Okay, du président de la République. Oui, mais l'exécutif. Okay. Et donc, il n'y a que le peuple pour sanctionner l'exécutif. Très bien. C'est pas vous. Vous êtes incapable, avec votre voix,
Seul. Vous ne pouvez pas sanctionner l'exécutif. Très bien. Mais avec la signature du président, il peut sanctionner. Merci Edouard. Merci Edouard Fauchivier. Alors François dit quand même que ce soit vous, que ce soit Maître Ngwana, que ce soit Monsieur le maire, vous avez tous décrié la longévité au pouvoir. Pourtant, oui, les opposants. Vous voyez comment ça tombe, non? Pourtant, au RDPC, on continue d'appeler Paul Biya à se représenter en 2025. Comment est-ce qu'il faut le comprendre? D'un mot pour Monsieur Fauchier, qui est très honnête dans sa démarche, hein, il faut le lui reconnaître, lui concéder. Rapidement, tout à l'heure. Oui. Ouais. Moi, je voulais parler de la question énergétique parce que vous avez parlé d'un problème sur le développement. Et Monsieur Fauchier n'a pas répondu. Oui, pour illustrer très simplement les mauvais choix qui ont été faits sur le potentiel énergétique camerounais. Des études ont montré qu'on aurait pu se servir, ne serait sur la Sanaga, faire des barrages sur la Sanaga. On ne se serait pas dispersé à faire des barrages un peu partout qui sont totalement contre-productif, moyennant quoi le déficit énergétique camerounais à ce jour reste criard et les industries ne peuvent pas décoller. Maintenant, pour aussi d'un trait, tout à l'heure, Monsieur le maire a dit quelque chose. Bon, il a été repris de manière un peu forte par Monsieur Fauchivier. Oui, le Cameroun, je crois que c'est une dictature déguisée. Si ça peut passer comme ça, c'est une dictature. En fait, ils ont pris des habits de la démocratie, mais en réalité, le fonctionnement quotidien, c'est un fonctionnement dictatorial. Moi, je peux vous donner deux exemples. Rapidement. Oui, rapidement, pourquoi on en sort. Je ne reprends pas ce concept. Les partis politiques existent. Il y en a combien, maître? Plus de 300. 300, voilà. Mais dans la pratique, l'exercice quotidien de leurs activités, 10. On leur interdit la moindre manifestation publique. Ça, c'est un trait de dictature. La liberté dont on parle, la liberté d'expression dont on parle. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle une démocratie cathodique qui fait référence à la cathode. Venir parler le dimanche est comme un hésitoire. Un hésitoire qui ne se reflète pas dans les changements qu'on attend, même si je reconnais qu'il y a quand même Et vous voyez avec quelle véhémence on essaye de contrôler la presse, surtout à la veille des élections. Ça aussi, c'est un trait de dictature. Maintenant, le mouvement syndical, les mouvements associatifs, vous voyez aussi comment est-ce qu'ils sont bridés. Le Cameroun est l'un des pays en Afrique où le mouvement syndical est totalement à l'agonie. On ne les entend pas, on ne les sent pas. Ils sont à la solde des pouvoirs. Chaque fois qu'ils veulent revendiquer, je crois que M. Fauchier sait quelque chose, on les appelle, on les reçoit, on les menace, on les chaperonne. Voilà. Toujours est-il, allons-y rapidement, toujours est-il que lors des élections, c'est ce même peuple-là qui renouvelle. Oui, le peuple, le peuple aussi. Allons avec les appels rapidement. Vous et moi aussi. Allons avec les appels. Bon, parce que quand on dit le peuple, nous sommes aussi des peuples, et nous pouvons participer à l'éveil du peuple camerounais. Allons-y. Allons-y avec les appels. Alors, le paradoxe entre les plaintes de la population et les appels. Les appels de qui? Oui. De candidature. Non, les appels de qui? C'est ça la vraie question. De qui il est là? Qui appelle? Des militants. Une fois que vous... Non, quel militant. Une fois que vous répondez à la question qui appelle, mais ce n'est pas le peuple profond. Moi, ce n'est pas les populations de la Leke qui connaissent le même martyre que tous les autres Camerounais qui se lèvent et appellent à la reconduction de Paul Biya. Non, il s'agit des élites clientélistes qui cherchent à se positionner, c'est clair, et qui instrumentalisent des gens qui sont très souvent dans une misère effroyable. C'est ça les faits. Très souvent, les marches de soutien que vous voyez, ces mouvements d'humeur-là, sont faits moyennant quelques billets de vente. Et moi, je dis, quand je parle souvent du peuple, monsieur le maire, c'est à ce niveau-là. Parce que tant que nous n'avons pas cette conscience, ça n'a rien à voir avec le parti politique. Tant qu'on se limite à 5 000 francs ou à 2 000 francs qu'on peut nous donner à l'instant sans penser à l'avenir, sans penser à un pays qu'on a construit à la fois pour nous et pour nos enfants, mais on sera toujours manipulé par ces gens qui vont nous utiliser comme du bétail électoral après pour engranger à eux seuls. Monsieur le maire, caractéristiques des appelants, je veux dire, qui sont-ils? Est-ce que vous avez l'impression que le bien-être des populations est leur principale priorité? Non. Les appelants, ce sont les membres du gouvernement. Ce sont des gens qui sont dans le marchandage politique. Et les appels à la candidature de M. Biya ne datent pas d'aujourd'hui. Je crois que depuis 2004, je crois qu'on avait même poussé le bouchon loin
en exigeant des intellectuels organiques qu'ils signent un appel à la candidature de Paul Biya. Et je crois que c'est à l'occasion que certains professeurs d'université, comme moi, les Combi, avaient été nommés au gouvernement après l'appel des intellectuels en 2004 pour la candidature de Paul. Je crois que là, ils avaient vraiment traversé la ligne rouge en faisant en sorte en banalisant même la fonction d'intellectuel. Tout à l'heure, quelqu'un a dit qu'il y a même pas des diplômés et tout ça. Donc, ça ne date pas d'aujourd'hui, les appels. Lorsqu'on est à la veille d'une élection présidentielle, on exige de chaque membre du RDPC ou alors les personnalités ressources d'accompagnement de rentrer dans leur base et de revenir avec les appels. Et j'ai souvent vu des gens qui ne reconnaissent même pas avoir participé à une réunion, mais qui retrouvent leur nom dans les appels qui sont formulés. Donc en réalité, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le RDPC prépare tranquillement la candidature de M. Paul Biya à l'élection présidentielle de 2025. Et j'ai souvent l'habitude de dire, et je ne veux pas redire ça cette année parce que je l'ai dit par le passé, et j'ai l'impression que nous devons arrêter de nous décourager, parce que j'avais souvent l'habitude de dire que même si M. Paul Biya va à une élection contre Jésus, Jésus est battu. Mais je pense que cette donne doit changer. Cette donne doit changer parce que les Camerounais doivent prendre leurs responsabilités. Il est inadmissible qu'un être humain soit capable de battre Jésus à une élection. Nous devons changer ça. Et c'est pour ça que, malgré toutes les manigances, malgré toutes les manipulations de l'ECAM, les Camerounais doivent repartir, vérifier si leur nom est inscrit sur une liste électorale. Et vous comprenez pourquoi l'ECAM a persisté cette fois-ci pour ne toujours pas publier la liste nationale des électeurs. Et chaque fois qu'on pose la question, le directeur général des élections répond que sur le plan matériel, ce n'est pas possible. Moi, je lui demande d'aller faire un tour au niveau de la CEI en Côte d'Ivoire, qui a publié la liste de tous les électeurs ivoiriens sur un site internet. Ça veut dire que c'est possible. Maître, après l'échec ou si vous voulez la non-tenue de la prière pour Paul Biya, le ministre Henri Eyébé ici est donc à l'initiative de l'appel de l'Aléquier pour une nouvelle candidature de Paul Biya en 2025, alors que des observateurs comme Maître Michel Ndoki par exemple pensent que 2025 ce serait la candidature de trop pour Paul Biya. Quel est le regard que vous portez sur cette autre actualité? Il faut dire qu'en réalité, je pense que le ministre Eyébé ici essaie de se prémunir d'un avenir carcéral. C'est violent, ça, Maître. Oui, je crois qu'il est en train de se prémunir d'un avenir carcéral. C'est le pire ministre des domaines de l'histoire du Cameroun. C'est pas le premier appel en 2018 également. Il le faisait déjà. Et il se plaît à faire le pan. Il faut que je le dise comme ça. C'est le pire ministre des domaines de l'histoire du Cameroun. Et ce n'est pas moi qui le dis. Le 17 février 2023, le premier président de la Cour suprême, lors de la rentrée solennelle, lors de la rentrée solennelle, il a un propos qu'il fait sur l'état de la justice. Et cette année-là, c'était le titre foncier qui était au cœur du débat. Le premier président a parlé de la banalisation du titre foncier, de la désacralisation du titre foncier. Et ça, c'est l'œuvre de M. Eyébé Aïssi. Eyébé Aïssi a créé au Cameroun une exceptionnelle insécurité foncière. Aucun Camerounais détenteur d'un titre foncier au Cameroun ne peut se bomber le torse en disant que je suis prémuni contre toute attaque relativement à ma propriété foncière. Et celui qui a ramené le titre foncier camerounais à ce niveau-là, c'est M. Eyébé Aïssi. Vous avez vu le scandale qu'on a failli avoir avec Bastos, avec la société à Bastos, avec la société BAT. Et des scandales comme ça, il y en a à Tilarigo au Cameroun. On ne peut pas continuer. Ce monsieur, il cache son incompétence abyssale à travers ce type de mouvement qu'il met sur pied. Il est une honte pour la République. Pourquoi est-ce que lui ne peut pas être président de la République? Pourquoi est-ce que lui ne peut pas se battre pour pouvoir être candidat au sein du RDPC contre M. Biya? Comment est-ce qu'on peut prétendre que c'est un homme de 92 ans a les facultés intellectuelles et physiques pour pouvoir diriger un pays? C'est éprouvant. Monsieur Fauchivé qui est en face de nous aujourd'hui, qui est chef d'entreprise, je suis sûr qu'il ne dirige pas ses entreprises avec la même dextérité, en tout cas sur le plan physique, qu'il le faisait il y a 20 ans.
on ne peut pas nous pas me laisser croire que c'est un homme de 92 ans qui serait la solution pour le Cameroun. J'ai même vu des personnes comme Michel Moussala qui disait que si Paul Biya est candidat, il restait chez lui. Vous comprenez que des voix commencent à s'élever. Et je voudrais dire une chose, il faut qu'on arrête cette histoire où on parle des grands diplômés de nos pays, on dit que c'est les intellectuels. Alfred Kenom disait que l'intelligence africaine doit cesser d'être idolâtrie du savoir, en quête de pouvoir et d'avoir pour catalyser les aspirations du peuple. L'intellectuel, c'est un phare. C'est quelqu'un qui apporte des solutions aux problématiques que connaissent les populations, qui apporte des solutions à ce qu'un pays puisse partir d'un point A pour un point Z. Aujourd'hui au Cameroun, tout le monde, parce qu'on est diplômé, vous pouvez être professeur agrégé d'une université, vous n'êtes pas mieux que Pius Jaoué qui n'avait qu'un brevet. Pour moi, Pius Jaoué est plus intellectuel que les Aboya Manassé et autres. On va pas oui, je sais pas, non. Ils sont nombreux. Excusez-moi. Je ne sais pas le nom. Je ne sais pas le nom. Vous avez raison. Mais j'essaie de dire qu'ils sont nombreux, qui sont professeurs d'université, professeurs de rang magistral, mais qui sont incapables de prendre une position de principe sur les questions qui intéressent la vie de la nation. Comment pouvez-vous justifier que et c'est pourquoi je dis le Cameroun on a atteint les diplômites. Et bah, ici c'est pas un idiot. Je crois qu'il était major à l'ENAM, était le premier de la classe. Mais c'est insuffisant. Pour diriger les hommes, on a plus besoin d'intégrité que l'intelligence. Je peux vous dire une chose, la compétence, on peut ne pas l'avoir, mais on l'acquiert à force de volonté. Mais l'intégrité, quand vous l'avez pas, vous l'avez pas. On n'apprend pas aux gens à être intègres. Et ça, c'est le problème que les EYBA ici et autres ont. Il a détruit le ministère de l'Intérieur pour distraire les Camerounais. Il vient nous dire aujourd'hui que Paul Biya se représenter. Paul Biya ne doit pas se représenter. J'ai suivi une vidéo de Mewe qui appelait le président Ouattara à ne pas se représenter parce que malheureusement, lorsqu'on atteint les âges comme comme ceux de président de la République, il y a autour, aujourd'hui au Cameroun, on ne peut pas nuire de la Saint-Barthélemy, c'est la nuit de longs couteaux. À se voir qu'ils veulent s'entretuer sur la place publique, il y a des camps de toutes parts. Pourquoi est-ce qu'il y a ces camps-là? Parce que le chef est incapable désormais de tenir la maison. Et la meilleure chose qu'il puisse faire, à défaut de désigner lui-même son défunt, qu'il organise une élection et il se retire. On a bien vu comment, sur haute instruction du chef de l'État, finalement, le Premier ministre a réussi à mettre la paix entre le MINSEP et la FECAFOOT. Non. Ça, c'est la périphérie. Ça, c'est la périphérie. Ça, c'est la périphérie. Ça, c'est la périphérie. Ça, c'est la provocation, même là. Là, c'est la provocation, ça. Je sais. Avec vous, on parle de l'impact de ces appels sur la volonté de Paul Biya à se présenter à chaque élection, finalement. On sort de ce sujet avec vous, Edouard Fauchivé. Est-ce que Paul Biya a vraiment besoin... Bah si, vous étiez le premier à vous exprimer sur les appels. Edouard Fauchivé, est-ce que le chef de l'État, votre président national, il a besoin qu'on l'appelle pour qu'il se présente à l'élection présidentielle? C'est une donnée de marketing politique. Quand je dis ça, je m'arrête là. Il n'y a pas... Quand je vois des partis comme le FCC qui, au lieu de présenter un candidat, fait plutôt un travail... à l'âge de votre candidat pour présenter un autre candidat, c'est la même chose que l'appel. Parce que si on reste aujourd'hui dans le corpuscule politique, chaque parti politique qui a l'autorisation de fonctionner est supposé arriver à l'exécutif. Mais quand les partis politiques coalisent pour dire nous allons choisir un candidat, c'est comme le RDPC qui appelle son président à être candidat, d'autant plus que... Non, c'est pas la même chose. D'autant plus que chez nous, dans chaque parti politique a son règlement intérieur. Notre règlement intérieur, à l'article 27, dit que le président de notre parti est candidat à l'élection présidentielle. En attendant, balayer, n'est-ce pas, cet article 27, Biya est le candidat du RDPC. Il est notre président, donc il est candidat. Les appels, je suis contre les appels. Pourquoi? Parce que ça n'a... Mais vous ne pouvez pas avoir votre règlement intérieur qui vous dit que le président est candidat. Vous faites encore quel appel? Ça pas donc vous n'avez jamais signé un appel, Edouard Fauchivé? Non, je vous ai compris. Moi, je vous ai compris. Je suis de ceux qui pensent qui respectent... Moi, je respecte aujourd'hui mon règlement intérieur. Là où je suis là, Edouard Fauchivé, je ne peux pas être candidat, je ne peux pas être signataire d'un appel et être candidat, par exemple, à la présidence de la République, parce que l'article 25 a défini qu'il peut aucun membre, aucun militant du RDPC ne peut être candidat à l'élection présidentielle que son président. Donc les appels
n'ont pas de valeur aujourd'hui pour moi. Merci, Edouard Fauchivé, d'avoir... Moi, je crois que la monarchie présidentielle dans laquelle on y aurait pu être supportable si on avait des résultats. Merci, Edouard Fauchivé, d'avoir été avec nous ce dimanche. Merci, François Yodikam. Merci également à vous, monsieur le maire, d'avoir été là ce dimanche. Merci, maître Moustapha Ngouana, d'avoir été là. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'émission est rediffusée ce soir lorsqu'il sera à 21h30, demain lundi lorsqu'il sera à 13h30. On se retrouve dimanche prochain sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr, Dieu le veut. Bon dimanche à tous. C'est Boilet qui devait finir, parce que c'est qu'il a dit.